Salut à tous, c'est Edouard. Salut à tous, c'est Romain. On est deux jeunes passionnés de sport et aujourd'hui on parle vélo avec Paul Sexas, alors j'ai 18 ans, cette année je passe à Décathlon H2R la mondiale, je suis passé Sport 1 aussi et puis voilà j'ai été entre autres champion du monde de contre-la-montre. Moi c'est Aurélien Kaiser, je suis aussi junior et l'année prochaine je passe Sport 1. Cette année j'étais en U19 chez Villefranche et à la groupe AMFDJ Conti. Le premier sujet de ce podcast, ça va être l'évolution du contre-la-montre. Pour ce sujet-là, on est parfaitement accompagné avec le premier champion du monde de contre-la-montre français, donc Paul Sexas. Voilà. Donc c'est un monde qui a énormément évolué, énormément changé ces dernières années. Quand on regarde, dans les années 80, années 90, il y a eu des évolutions, mais qui ont totalement marqué. On peut parler aussi au début de la position de triathlon. C'est la première position qui est venue avec les prolongateurs. Et c'est de là que tout a commencé. C'est vrai que, comme tu l'as dit, tout est parti de là. En France, on a longtemps été en retard sur le sujet et visiblement, ça s'est bien comblé. Ouais. On a Jérôme Coppel qui a fait podium au championnat du monde l'année où Vasil Kirinka était champion du monde. Et là, du coup, on a le premier champion du monde français de contre-la-montre et qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Jusqu'aux années 2000, il n'y avait plus de réglementation ou beaucoup plus laxiste au niveau des règles des positions de chrono. Ces dernières années, ça s'est beaucoup réajusté. Comment vous avez remédié à ça avec vos équipes ? Bien sûr, les équipes elles sont totalement au courant des normes UCI, on va dire. Chaque année ça peut bouger encore, on voit que ça bouge beaucoup, mais il y a toujours bien sûr des petites failles avec les développements de vélos de chrono et puis en fait les vélos se développent et les positions changent et aussi il y a forcément toujours des moyens de contourner un peu la règle. Et on va dire que voilà, nous en junior par exemple, on ne bénéficie pas forcément de tous les trucs, mais en élite on peut voir pas mal de trucs qui peuvent paraître étonnants, mais qui sont très ingénieux pour pouvoir contourner les règles et par exemple avoir des meilleurs angles de position, des meilleures qui font des meilleures positions et voilà, toujours aller plus vite sur les chronos tout en restant dans les normes en fait. Ouais, super. Aujourd'hui, on peut rappeler aussi les règles UCI qui sont en vigueur. On a par exemple le recul de selle qui doit être, ça dépend aussi en fonction des tailles, il y a plusieurs catégories en fonction des tailles, mais on prend un axe imaginaire avec le boîtier de pédalier, il doit y avoir un recul de selle de 5 cm. Après, il peut éventuellement avoir des dérogations si tu es très petit peut-être, je ne sais pas. Et aussi la deuxième règle principale, ça va être le recul l'avancement des prolongateurs, qui là aussi dépend de sa catégorie de taille, donc moins d'1m80, entre 1m80 et 1m90 et plus d'1m90 du coup pour cette distance-là, quoi. Ouais, c'est ça. Et on peut voir que en fait, jusqu'aux années 2000, donc il n'y avait plus de réglementation. Et en fait, on assistait à des positions de plus en plus aberrantes, où on voyait des positions où ils avaient les prolongateurs complètement avancés, ce genre de choses. Du coup, l'UCI, ils ont décidé de réglementer ça. Donc depuis qu'il y a une réglementation jusqu'à maintenant, on voit de plus en plus d'innovations. Elles sont chaque fois réglementées. Et là, on arrive à un point où c'est chaque fois une innovation, une réglementation qui suit. Comme on a pu voir avec les casques, par exemple. Le casque Giro de la Visma, qui a été approuvé premièrement, puis après qui a été désapprouvé et qui va, je crois, peut-être être interdit l'année prochaine. Donc ouais, à chaque fois, il y a, comme tu dis, il y a l'évolution et après, peut être stoppé par l'UCI de ce sens-là. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y avait les positions genre un peu Superman avec les bras très avancés. Ouais. Et on voit ça, par exemple, c'est flagrant au record de l'heure. L'ancien record de l'heure, comme il y avait, c'était Chris Boardman, qui a un record qui a été battu, je crois, par Ghana. Mais c'est vrai que la position, elle était rien à voir avec les positions qu'on peut voir aujourd'hui. Mais il a tenu plus de 20 ans son record, c'est clair. Et on voit que forcément, du moment où ils ont mis ces limitations et du moment, actuellement battu par Filippo Ganna, il y a vraiment eu une quête de rechercher l'aéro tout en étant dans les restrictions de l'UCI. Et c'est clair que le record de Chris Boardman, il a tenu sacrément longtemps. C'est pour ça qu'il y avait deux records, oui. Ouais, il y avait celui avant celui-ci et celui des années de l'ère moderne, on va dire. Avec les règles UCI. Et ce qui est fort avec Ghana, c'est qu'il a réussi à battre les deux. Ouais, puis même, il y a quand même eu des règles qui ont changé pour le record de Ghana. Par exemple, l'anthrax des roues, des choses comme ça, des petites évolutions qui ont fait. Mais globalement, ça reste un record UCI. Puis il y aura les mêmes normes normalement dans 20 ans. Et donc ce sera parfait, bien pour comparer quoi, dans ce sens-là, quoi.
Après, c'est dur à s'imaginer dans 20 ans. Je pense que ça va encore pas mal bouger. Comme on voit, ça a pas mal bougé il y a 20 ans. Donc, on serait surpris de voir jusqu'où on peut imaginer les innovations des ingénieurs et tout ça. Mais y aura-t-il un plafond de verre, entre guillemets, qu'on ne pourra pas franchir parce que l'évolution a été à son maximum? Est-ce qu'il y aura ça? C'est Ouais, une bonne c'est question. difficile à dire. Après, moi, personnellement, je pense pas. Mais c'est un peu trop tôt pour le dire, quoi. Parce qu'on a vu des évolutions sur route. Par exemple, je pense à Van Aert aux Jeux Olympiques, qui avait une roue lenticulaire à l'avant également. Ça, c'est des évolutions qui sont autorisées par l'UCI, mais qui n'ont jamais été utilisées, quoi. Donc il y a aussi dans ce sens-là, je pense. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester ou de... Non, mais c'est vrai que c'est surprenant parce Ouais. que sur piste, ils ont ça quand même souvent. Et on peut se dire c'est le gain aéro le plus facile à avoir. Ouais, et puis Et, finalement, personne c'est pas mis en n'utilise ça, place en fait, route, ouais. Ça, Après, je pense que c'est d'un point de vue maniabilité, ça doit pas être facile. Il y a peut-être une autre raison, mais j'ai jamais testé, j'ai jamais vu quelqu'un tester, à part du coup Van Aert sur les JO récemment. Si, bah, on a vu quand même comment Eduardo a fini Ouais. à Ouais, la c'est vrai. Volta. Et je pense qu'il y a aussi un facteur qui rentre compte, c'est le vent. Et déjà, moi j'ai remarqué que quand tu avais une roue bâton, Ouais. c'était hyper compliqué, c'était beaucoup plus compliqué de garder la maniabilité du vélo, même dans les lignes droites, juste avec un peu de vent. Alors maintenant, quand tu mets une roue pleine à l'avant, à mon avis, il doit y avoir une prise au vent de fou. Et dès qu'il y a un peu de vent, peut-être juste 5 ou 10 ou plus de km/h, bah, je pense que c'est quasiment immaniable, quoi. Ouais. Et Ouais, Van c'est Aert, ça. il a tenté le tout pour le tout parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose à jouer. Mais là, je pense que voilà, globalement, c'est compliqué à utiliser. D'ailleurs, d'après les tests et tout, s'il a fait son podium devant Joshua Tarling, qui lui d'ailleurs est crevé, s'il a fait son podium devant Joshua Tarling, c'est en partie grâce à ça et ça compense largement par rapport à l'écart qu'il y avait. Mais comme tu dis, on a vu Eduardo Affini à la Volta. Sur le premier contre-la-montre, Van Aert aussi l'avait. Ça passait bien parce qu'il n'y avait pas trop de vent. Mais sur le deuxième contre-la-montre, il y avait du vent et du coup c'était beaucoup plus compliqué. On voit il gardait pas sa ligne et en fait les gains que tu pouvais avoir, bah, tu pouvais les perdre facilement quoi. Juste parce que tu gardes pas ta ligne, tu fais du coup des mètres en plus et même t'es pas stable, tu n'arrives pas à mettre ta puissance et c'est vraiment faut voir au jour le jour et le matin quand tu fais les tests, enfin quand tu fais la reco, tout ça et c'est là qu'il faut voir je pense. J'ai jamais essayé les roues bâtons personnellement, mais du coup, vous trouvez que c'est plus dur de manier un vélo avec une roue bâton qu'avec une 80 par exemple? Moi, personnellement, quand j'ai commencé le chrono en J1, j'avais une roue bâton et j'avais que ça. Sinon, j'avais une roue, mais une 45. Donc en fait, j'avais pas trop le choix. Et quand il commençait vraiment à y avoir du vent, bah, c'était hyper compliqué. Au-dessus de 10-15 km/h, ça faisait vraiment peur à contrôler le vélo. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi, les roues à bâton, je suis pas spécialement fan. Je sais que les meilleures roues à bâton, c'est celles qu'on voit par exemple avec Stefan Kung. C'est les roues à bâton qui sont à la fois hautes et avec des bâtons. Mais parce que les roues à bâton qui sont basses, je pense que vous voyez de quoi je parle, bah ça en fait on a à la fois une moins bonne prise au vent et à la fois un gain aéro qui est pas énorme, voire moindre par rapport à des 80 qu'on voit chez Remco qui utilise ça ou Colnago ils ont ça aussi. Donc ça apparemment ou même chez vous à G2R vous utilisez Oui, des 80. ouais, on utilise des 80. Ouais. Après, nous, ça a été vraiment étudié en fonction du vélo. Tout a été étudié en fonction du vélo de chrono. C'est vraiment spécifique. Je pense que moi, j'avais fait des tests personnellement en équipe de France sur piste. Et en fait, le combo était vraiment fait pour le vélo. Et quand on mettait autre chose, ça allait tout de suite moins vite, c'est sûr. Donc en fait, voilà. Après, ça dépend des équipes. Mais nous, on met une 80 parce que en fait, le vélo a été conçu comme ça et a été conçu et les roues ont été conçues pour le vélo. Donc, Ok. Moi chez vous il y a eu un gros travail avec Suicide notamment, non? c'est ça, voilà. Il y a eu un gros travail avec Swisside. Van Driesel, ils ont collaboré, on va dire. Ils ont fait un vélo en collaboration et voilà, c'est ça qui a rendu le vélo vraiment super rapide, quoi. Ouais, ils sont partis d'une feuille vraiment blanche à la base pour le vélo de chrono, j'imagine. C'est ça, ils sont partis d'une feuille blanche, mais ils ont étudié beaucoup de marques et c'est comme ça qu'ils ont réussi à développer leur propre vélo et ils ont fait un sacré travail et ça a pas duré, ça a duré beaucoup plus d'1 an, hein. Ça a été long et voilà. Mais c'est beaucoup de recherches qui ont payé, je pense. Ouais, je pense qu'on est arrivé à un point où, par exemple, si on compare une Princeton à bâton de George Tarlin, par exemple, et une roue à 80, je sais pas s'il y a des tests qui ont été faits d'aéro, mais ça dépend après vraiment du tout, de la position du vélo qui va avec, pour savoir s'il y a des réels gains. Et oui, la maniabilité, forcément, c'est un des points les plus importants aussi. Dans ces ordres de puissance-là aussi, ce qui joue, c'est l'environnement beaucoup aussi. Ouais, ça change en fonction du parcours.
comme au JO, tu pouvais gagner 15 à 20 secondes, quasiment, parce que c'était un parcours plat. Après, peut-être avec la pluie, je sais pas si ça jouait, mais ça roulait à des vitesses aussi. C'est ce qui joue, quoi. Mais c'est vrai que sur un parcours vallonné, il y a beaucoup moins d'intérêt. Voilà. Oui, on assiste de moins en moins à des chronos tout plats et rectilignes. Ouais. Même si les championnats du monde de junior, c'était typiquement ça. Ouais. Mais sinon, c'est souvent des chronos un peu roulants toujours, mais avec ils essayent de mettre des bosses, Ouais, des petites vallonné. parties techniques. Ouais. Des petits vallons, pas forcément C'est ça. hyper vallonnés, Ouais. mais voilà, il y a toujours des changements de rythme, on va dire, dans le chrono. C'est ce qui rend aussi parfois le chrono intéressant, c'est que Ouais. voilà, il n'y a pas juste un aller-retour, c'est plutôt tu peux découper plutôt le chrono en segments, étudier comment faire pour gérer ton chrono, parce que finalement, quand c'est vallonné, c'est beaucoup plus dur à gérer, quoi. Ok. Ouais. Ouais, c'est là où le pacing, donc la gestion de l'effort, prend tout l'importance dans un chrono comme ça. Ouais, je pense aussi. Puis de toute manière, aujourd'hui, on voit que les roues lenticulaires ont. Le poids aussi a évolué. Aujourd'hui, avant, des roues lenticulaires, ça pesait beaucoup plus d'1 kilo. Maintenant, on peut en trouver à moins d'1 kilo. C'est clair. Maintenant, c'est un choix, que ce soit vallonné, même sur des parcours montagneux. On a vu Jonas Vingegaard au chrono de Camblou en 2022. Il a gardé son vélo de contre-la-montre, contrairement à Pogacar, mais il a gardé aussi, il avait une roue lenticulaire. Pourtant, la côte de Domancy, c'est une vraie côte, c'est un vrai col. Enfin, donc on voit aussi de ce côté-là que même si le parcours est très très vallonné, aujourd'hui, le matériel fait que le vélo passe, quoi. Ouais, tu parlais de découper les chronos en segments. Je pense qu'à Combloux, d'ailleurs, ça devait être découpé comme ça. La première partie, le plat, et puis la remontée vers Combloux. C'est vraiment un truc intéressant, j'imagine, pour vous, pour savoir gérer à peu près. Vous l'utilisez vraiment souvent sur tous les chronos ou c'est juste occasionnel? Bah, c'est sûr qu'après, ça dépend aussi de la longueur du chrono, on va dire. Ça peut être on a rarement finalement en junior des chronos longs. Des chronos de même plus de 10 km, c'est finalement c'est beaucoup de chronos courts, souvent des prologues, un peu dans les courses par étapes. Et c'est aussi ça qui joue quand tu arrives sur un championnat du monde, c'est que le chrono il fait 25 km et qu'il n'y en a pas un comme ça dans la saison, excepté le chrono nation, mais le chrono nation est en fin de saison. Du coup, en fait, là on n'a pas trop eu, mais si par exemple il y a eu le championnat de France de l'avenir cette année, qui proposait un parcours avec finalement une partie vraiment plate, une montée et ensuite une faux plat descente et ensuite à nouveau plat, et voilà, je pense que là-dessus c'est sûr que c'est des parcours qu'on croise pas souvent en junior mais qui a beaucoup en élite, et je pense que en junior voilà, sur les chronos courts on fait pas trop ce travail là où c'est plus des efforts all out, pas très compliqués à gérer, mais sur les chronos qui commencent à être comme celui du championnat de France, ça devient intéressant vraiment de découper le parcours et de se dire comment gérer, parce que voilà, si tu exploses à la fin, c'est hyper sûr. important de bien gérer, quoi. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Moi, personnellement, c'est un aspect que j'aime beaucoup dans le chrono, c'est le fait qu'il faut trouver le bon compromis entre la gestion de l'effort, chercher la meilleure trajectoire, entre le rendement, le vent. C'est vraiment des choses que je trouve ça vraiment intéressant. La trajectoire la plus courte, mais tout en ayant le meilleur rendement et être arbitré au vent, tout ça, c'est pas que pédaler bêtement, on va dire. Ouais, c'est Même sûr. si en junior, il y a encore des grosses différences physiques, on n'est pas tous à notre meilleur niveau. Donc forcément, le physique joue principalement, mais c'est tout cet aspect-là du chrono quand on va chercher le haut niveau que je trouve intéressant, quoi. Ouais, c'est sûr. Quand tu regardes un chrono à la télé, t'as l'impression que les mecs juste ils prennent le départ et puis ils roulent le plus vite possible et il n'y a pas de réflexion, mais c'est beaucoup plus. Oui. Faut Ouais, c'est beaucoup ça. plus De y toute manière, réfléchir. vous avez la que ce qu'on reco pense. le matin et tout ça, c'est compliqué. Mais du coup, toi, Paul, on t'a vu champion de France, champion du monde. Même toi, Aurélien, on t'a vu par exemple au chrono des herbiers, chrono des nations. Vous préférez plutôt les chronos longs ou chronos courts? Parce que je pense que c'est deux efforts quand même différents entre un prologue qui fait 3-4 km et un contre-la-montre de 20 km, 15 km. Je pense que c'est complètement différent. Bah, c'est sûr, moi personnellement, je préfère les chronos longs parce que les chronos courts ils m'avantagent pas trop, du fait que je suis plutôt léger et que sur un chrono, c'est quand même généralement les watts purs qui vont compter, surtout que généralement c'est plat un chrono. Donc en fait, plus c'est long, plus à mon avantage, on va dire, parce que vu que je suis léger, du coup, je suis capable de mettre des gros watts sur longtemps, mais pas forcément des énormes watts sur des 6-7 km, quoi. Donc du coup, voilà, c'est chrono long. Mais après, j'aime bien aussi les chronos un peu techniques. Donc à ce moment-là, quand c'est court mais que c'est technique, ça peut être pas mal parce que finalement, le pilotage du vélo, et comme le disait Aurélien, les trajectoires sont hyper importantes en chrono. Et si tu as un parcours technique, bah, ça peut faire vraiment la diff, même si c'est court. Ouais, c'est ça, on peut assister au fait que ce soit pas toujours forcément le meilleur
qui gagne, enfin le meilleur si, mais pas forcément le plus puissant, on va dire, qui gagne. Donc ça, c'est clair que c'est intéressant. Après, moi, entre les chronos longs et chronos courts, j'ai pas spécialement de préférence, même si je pense que les chronos longs, c'est quand même plus à mon avantage par rapport à mon profil. Mais j'aime bien les chronos courts, c'est une gestion différente. C'est vraiment intense, du départ, c'est à fond, quoi. Et après, c'est tous les détails qui vont rentrer en compte, parce que forcément, le temps va être réduit entre tout le monde. Et après, j'ai eu le problème que les chronos, ce soit souvent le matin. Donc les chronos, par exemple, on a ce système en junior, c'est une course en ligne le samedi, puis ensuite un chrono le matin, souvent assez tôt, et une course l'après-midi. Donc je sais pas toi, mais je sais que le matin, et pour beaucoup de coureurs, c'est ça, on a du mal à se mettre dedans dès le matin. Enfin, moi, je me suis retrouvé souvent endormi sur les chronos courts. Donc ça, c'est quelque chose que sur les chronos longs, il y a moins d'impact, quoi. Ouais, c'est sûr, après, je sais pas comment vous faites, mais on préconise en général de prendre le petit déjeuner 4 heures avant un chrono, 3 heures avant une course, c'est ce qu'on dit depuis des années, mais c'est vrai que si tu fais un contre-la-montre le matin, c'est compliqué de ce côté-là. Soit il faut se lever tôt, soit tu fais le pari de pas trop manger, mais de manger un peu plus tard pour avoir le temps de digérer. Comment vous gérez ça du coup pour vos courses le matin? Moi, personnellement, je gère d'une manière qui peut, voilà, pour certains, être pas forcément optimale. Mais moi, j'aime bien quand même privilégier 2 heures de sommeil et prendre un gâteau sport 2 heures avant le chrono. En fait, après, le plus dur, c'est vraiment de faire un échauffement le matin solide. Je pense que des fois, moi, mon échauffement est très court, il fait 20 minutes, mais il est vraiment violent. Et du coup, c'est ce qui me permet de tout de suite d'être dedans, d'être dans ma course. Et aussi, personnellement, je faisais du cross jusqu'à cette année. Et en fait, finalement, on avait l'habitude de se lever tôt pour faire les courses. Et je pense que c'est un truc qui joue aussi sur le fait de se lever tôt, sur le fait de faire les courses le matin. Par rapport aux routiers qui ont l'habitude de faire les courses à 13-14 heures, c'est sûr que ça joue. Et du coup, forcément, pour les crossman, on a un petit avantage, même si généralement, pas tous les crossman sont spécialistes de chrono. Donc voilà, après, je pense que c'est aussi lié à l'échauffement. Et je pense que aussi il y a chacun qui a sa manière de gérer le matin. Et je pense qu'il y en a, ils ont peut-être besoin de se lever un peu plus tôt. Moi, personnellement, ce sera plus privilégier le temps de sommeil et voilà. Et après, faire un gros échauffement, enfin un échauffement plutôt violent que long, on va dire. Parce qu'il y en a qui font des échauffements très longs. Mais moi, je suis pas partisan de ça. Et voilà. Et puis après, je pense que voilà, ça dépend des coureurs. Ouais, c'est clair que ça dépend vraiment des coureurs. Il y a un aspect aussi hormonal. Je sais que par exemple, il y a des coureurs le matin, ils vont être en pleine forme. Par contre, s'il s'agit de rouler le soir, là, ils vont être vraiment les jambes lourdes, etc. et fatigués. Alors que je prends mon exemple personnel et je crois qu'il y a moins de gens comme ça, mais moi, si je roule le soir, je vais être en pleine forme. Ouais. Et par exemple, le matin, j'ai quand même du mal. Donc là, c'est au corps de s'adapter. C'est quand même, on n'a pas forcément le choix de l'horaire, hein. On n'a pas du tout le choix même. C'est les organisateurs qui choisissent. Donc c'est vraiment à nous, coureurs, de nous adapter à ça. Ah, c'est vrai, comme tu disais, ça dépend de chaque coureur, mais quand le contre-la-montre est l'après-midi, des fois, ce qui est bien aussi, c'est de rouler un peu le matin. Je sais pas aussi comment vous faites, mais quand tu roules un peu le matin, tu refais un petit déblocage ou même une reco, ça peut aussi permettre de se réveiller pour être bien l'après-midi, alors que si ton contre-la-montre, c'est le matin, tu peux pas du coup faire ça, quoi. Faut vraiment faire un déblocage différent la veille, je pense, et du coup, je sais pas comment vous faites de ce côté-là pour les contre-la-montre le matin, mais... Bah ouais, c'est sûr que le matin, voilà, ça force un peu à. Voilà, t'as pas trop le choix. Alors que c'est vrai que des fois en course en ligne, t'as plutôt le choix. Et quand tu sais que ta course est à 14-15 heures, souvent sur les courses par étapes, surtout, on va dire, on peut se permettre de se dire, bah voilà, on va aller rouler à 9 heures, faire une petite demi-heure vraiment tranquille, tourner les jambes. Et des fois, ouais, c'est sûr que c'est bien, ça fait une petite activation. Et après, c'est sûr que moi, je pense que quand tu commences à faire de la compétition à ce niveau-là, à faire des courses par étapes, faut aussi, disons, à partir d'une semaine avant, commencer à habituer son corps à se lever plutôt tôt. Et c'est ce qui permet aussi de tout le temps être vraiment dans le match. Et voilà, parce que si jamais, c'est sûr que tu peux avoir l'habitude de rouler l'après-midi et de se dire, de toute façon, les courses sont l'après-midi. Mais si tu t'habitues à rouler le matin, s'il y a un chrono le matin, ça passe. Et si jamais si jamais il y a course l'après-midi, on va dire, tu peux faire un truc le matin. Comme ça te met en jambe pour l'après-midi. Donc je pense que c'est aussi important, on va dire, pour les courses par étapes ou même dans tout le temps.
une semaine avant de commencer à se mettre dedans et voilà, juste se coucher tôt, se lever tôt et voilà. Ouais, j'ai vu que les pros ils faisaient ça, notamment Remco Evenepoel, mais il y en a quand même beaucoup. C'est comme tu disais, quand il y a un chrono l'après-midi, ils vont rouler le matin. Donc ça permet de faire une petite activation. Et après, comme l'échauffement est court, bah, toi tu as dit que le tien fait 20 minutes, le mien aussi. Et je pense qu'à haut niveau, ils ont des échauffements très courts. Alors je sais pas du tout pourquoi, mais c'est étudié. Ils ont fait des tests, etc. Donc le fait d'avoir une activation le matin, ça aide aussi au corps à s'échauffer plus vite. Et bah, nous, on a rarement l'occasion de faire ça avant un chrono, Ouais. comme ils sont tout le temps le matin. Après, je sais que ouais, pour les courses par étapes, c'est vraiment, ça aide quand même pas mal, je suis d'accord. Mais comme t'en parlais, c'est sûr, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'explique vraiment pas assez dans les écoles de vélo, par exemple les réveils musculaires et tout ça, l'importance, parce que, et aussi d'adapter son corps à se lever plus tôt. Le réveil musculaire, on te l'apprend très tard, parce que ça arrive pas souvent. Souvent, je sais qu'en junior, nous, on nous obligeait pas, mais on nous incitait, si l'étape c'était l'après-midi, à aller marcher un peu le matin, au moins ça, pas forcément rouler, mais au moins un peu marcher et tout. Mais comme vous avez dit, c'est sûr, je pense, adapter son corps à se lever tôt, c'est vraiment quelque chose de dur, mais qui peut faire la différence quand tu vois maintenant le niveau, à quel point c'est resserré à tous les échelons, des cadets, dès les plus jeunes catégories. C'est des détails qui font vraiment, qui peuvent vraiment faire la différence, je pense en tout cas. Ouais, c'est vrai. Puis comme tu dis, le matin, on a vu ça au Tour de France Femmes cette année. Les coureuses femmes, elles sont habituées aussi à courir l'après-midi. Mais cette année, il y a eu deux doubles étapes au Tour de France Femmes, une le matin et une l'après-midi. Et c'est vrai qu'il y a eu des propos comme quoi c'était compliqué pour elles parce qu'elles n'étaient pas habituées à courir le matin. Et c'est aussi, je pense, une question d'habitude, quoi. Oui, c'est normal. Bah, comme vous avez dit, Paul et Edouard, c'est clair que le fait de s'habituer les jours, les semaines en amont, c'est toujours important. Je sais que, bah, par exemple, déjà même en cadet, après il y a peut-être un aspect psychologique derrière, mais quand je voyais que l'heure d'un objectif, par exemple, je regardais longtemps à l'avance quelle heure allait être la course en ligne du championnat de France, ce genre de choses, bah, j'essayais alors chez moi de rouler un maximum à l'heure, on va dire, du championnat. Donc c'est pas évident à mettre en place, c'est toujours, surtout si c'est très tôt le matin, mais ouais, c'est quelque chose, je pense que ça change sur le long terme. Ouais. Ouais, puis tu disais aussi que l'échauffement, il change aussi en fonction de la course. Si c'est un prologue, si c'est un contre-la-montre long, mais c'est pour le monde professionnel aussi sur des grands tours. Si c'est un contre-la-montre du coup en troisième semaine, ou si c'est un contre-la-montre en première semaine, c'est pas du tout, je pense, le même protocole d'échauffement. Parce qu'il y a aussi cette fatigue-là de ce côté-là qui fait que ça doit être différent, non? Moi là-dessus, je sais pas encore trop comment ça se passe sur ces courses-là, mais je pense que s'il n'y a pas de changement, on va dire, au protocole, il y aura forcément des changements d'intensité dans l'échauffement. Je sais pas comment exactement ils gèrent ça, mais c'est sûr que forcément, même nous, sur certaines courses par étapes, quand tu as un chrono, ce qui est quand même assez rare au bout de 3-4 jours de course, c'est pas arrivé souvent, mais souvent on nous disait faites un échauffement comme vous le sentez. Si vous sentez trop bloqué, bah faut plus appuyer. Et puis si vous sentez que vous avez déjà les bonnes jambes, ça sert à rien de trop forcer parce que vous allez trop en mettre dedans. C'est sûr que c'est vraiment plus compliqué au bout de 3-4 jours de course déjà. Donc là-dessus, les protocoles, c'est sûr que moi, sûrement, je vais apprendre ça cette année. Mais je pense que voilà, il y a des changements forcément. Et après, au niveau, il y a toujours plein de trucs qu'on découvre tout le temps, quoi. Ah, c'est sûr, c'est aussi dommage au niveau de l'apprentissage, je pense, parce que les chronos en junior, en tout cas, dans mes années, c'était tout le temps, très souvent en tout cas, le premier jour, et après, t'avais que des étapes en ligne, alors qu'en soi, c'est intéressant de mettre un chrono avec de la fatigue au milieu. Je sais pas si ça a changé maintenant ou pas, mais en tout cas, il y a 2-3 ans, c'était toujours le chrono en premier. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est souvent des chronos super courts, les premiers chronos en junior, c'est souvent rarement plus de 10 bornes, c'est dommage. Et ça a un peu changé les chronos, le placement des chronos, ou c'est toujours le premier jour? Avant, c'est vrai qu'ils faisaient type prologue en junior. Et maintenant, c'est plus trop le cas, hein. Je pense que tu vas confirmer aussi. On voit rarement ça. Vraiment, la formule qu'on voit le plus souvent, c'est course en ligne le samedi et dimanche matin le chrono, dimanche après-midi une demi-étape. C'est vraiment ça la formule qu'on le voit le plus souvent en junior. Alors, pareil, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais il me semble qu'il y a un point de vue organisation, c'est beaucoup plus pratique.
Parce que si le chrono est en premier, ils vont souvent devoir le faire le vendredi, ou par exemple la réunion des DS, tout ça, la permanence, ils vont devoir la faire le vendredi. Donc ça fait arriver les équipes locales un jour plus tôt, et ça peut être problématique pour d'un point de vue organisation, quoi. Et même d'un autre côté aussi, peut-être que les organisateurs, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est mettre déjà un écart entre les coureurs dès le début pour forcer ceux qui en sont en retard potentiellement d'attaquer dès le lendemain et vice-versa, je pense. Alors que si on met le chrono à la fin, peut-être que ça peut. Certains vont se dire, je suis dans le même temps, je vais peut-être pas forcément prendre d'avance. Peut-être ça peut laisser des opportunités à certains coureurs, je pense, non? Bah, c'est sûr que ça peut laisser des opportunités à certains coureurs. Voilà, il y en a qui vont forcément, il y a les meilleurs en chrono, ils vont forcément que ça reste groupé. Et d'autres, forcément, qui vont essayer de prendre de l'avance en vue du chrono. Et c'est sûr que ça peut être intéressant parce que ça change la stratégie de course. Si tu mets un chrono dès le début, bah forcément, ensuite, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. Si tu es devant ou derrière, ou tu sais exactement combien. Là, il y a un chrono, s'il y a un chrono milieu ou fin, forcément, ça change complètement la donne parce qu'il y en a peut-être qui vont avoir des problèmes au chrono et du coup qui n'auront pas le temps de se rattraper ou d'autres qui vont finalement faire une meilleure perf que prévu. Mais ça peut changer clairement la donne dans une course. Et bah là, oui, comme tu l'as dit, Aurélien, on voit souvent cette formule en fédéral, on va dire. Voilà. Ouais, ou Et même UCI aussi en France. même en UCI, en France, c'est devenu vraiment commun. Après, dans les autres pays, ça peut changer aussi, mais c'est sûr qu'il y a toujours eu cette tradition aussi de faire les chronos au début. Voilà, en France, maintenant, c'est plus le deuxième jour. Mais c'est vrai que c'est rare que je sais qu'il y a eu. Moi, j'avais fait le Sarland dans le J1. Il y avait eu un chrono le troisième jour. C'était l'avant-dernière étape. Il y avait, pour le coup, eux, ils avaient carrément inversé. C'est-à-dire qu'ils avaient mis la course en ligne, la demi-étape le matin et le chrono le soir. Et donc ça faisait bizarre parce que tu finis, des fois, il y en avait, je crois que le dernier partait à 20h. Et donc du coup, pour récupérer, c'était galère. Et le dernier jour, bah, forcément, les organismes étaient fatigués. Et franchement, ça faisait vraiment bizarre. Pour le coup, c'était différent, quoi. Ça changeait des autres courses. Et je pense que c'est intéressant des fois de voir aussi des schémas différents. Et ce serait intéressant de plus varier, quoi. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a des schémas qui sont mis en place. Alors maintenant, des trucs prédéfinis, quoi. soit c'est le premier jour, première course, c'est le chrono. Soit maintenant, on a en fédéral, le premier jour la course, le lendemain, chrono le matin et course l'après-midi. Mais ce serait bien de voir une variation un peu de tout ça, quoi. C'est vrai que tu parlais du Saarland. Bon, j'ai pu le faire il y a plusieurs années, mais le contre-la-montre était déjà à cette époque. C'était tard déjà. La troisième étape, bon, c'était le matin, mais il y avait déjà ça. Ouais, totalement. Et comme tu as dit, je pense que ça permet des scénarios différents parce que après on t'assiste beaucoup plus à des courses de calcul au final et puis ça bride un peu les attaques et puis au final si tu es le plus fort en junior, c'est de moins en moins le cas, mais à l'époque en junior quand tu étais le plus fort et que t'arrivais assez bien à contrôler après un chrono si t'avais pris de l'avance, quoi. Ouais. C'est ça. Bah, le scénario est plus ouvert, je trouve, quand le chrono est sur la fin ou vraiment la dernière étape, parce que ça laisse la porte ouverte. Après, ça peut être aussi l'inverse, comme là, le chrono est au milieu, donc c'est le samedi matin. Il peut y avoir soit dès la première étape, le général est plié. En général, c'est souvent ça d'ailleurs. Pas la victoire, mais on va dire les premières places, grossièrement, c'est à peu près plié. Mais des fois, on a assisté, comme par exemple à la Ronde des Vallées, il me semble, où tout s'est complètement retourné à la dernière étape l'après-midi. Mais c'est quand même assez rare. Et je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que ça varie pas beaucoup. Après, on n'a pas tous les éléments en main. Comme dit, on n'est pas organisateur, donc on ne sait pas trop s'il y a d'autres données qu'on n'a pas. Mais comme on est jeune et tout, ça serait intéressant de plus varier un peu les dispositions de course, on va dire. Ouais, c'est sûr, il y a des éléments que tu gères pas, qui sont durs à gérer, qu'il faut se plier, malheureusement, comme tu as dit tout à l'heure, on n'a pas le choix. Et aussi, un point intéressant, c'est qu'on avait des gros retards en France. Pendant longtemps, les Français, ils ont été vraiment assez loin en chrono. Et maintenant, sur quasiment toutes les fédérales ou les UCI à étapes, il y a un chrono. Je pense que c'est une vraie prise de conscience. Ils ont envie que ça s'améliore. Vous poussez à aller vers le haut. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que oui, il y a vraiment une volonté de progresser. Après, forcément, il y a toujours un retard sur les pays, on va dire, du Nord encore par rapport à nous. Mais le retard se comble. Et je vais dire que là, maintenant, j'ai plus l'impression que c'est plus par génération. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a des coureurs qui sont forcément plus forts que d'autres. Et il y a des fois des générations où en France, on est super bon et d'autres où on l'est moins. Mais ça, c'est normal. Mais je veux dire, maintenant, on
commence à se développer plus là-dessus, et c'est ce qui est intéressant. On fait vraiment des études. Par exemple, là, cette année, moi personnellement, j'ai pu bénéficier de 2 études dans l'année, donc une avec l'équipe de France et une avec la G2R, enfin, Décathlon la G2R, la mondiale. Ok. Et du coup, voilà, c'est super intéressant parce qu'avant, je suis pas sûr qu'on aurait fait autant d'études. Et maintenant, vraiment, on a pris conscience que l'aérodynamique, c'est vraiment une des parties les plus importantes du vélo de chrono. C'est-à-dire que t'as beau avoir, c'est bien d'avoir de la puissance, c'est bien, c'est très bien. Mais si t'es pas aéro, ça marchera pas. C'est-à-dire que t'auras beau mettre autant de watts que tu veux, il y a un coureur qui peut mettre 30 watts de moins et il est seulement bien posé sur son vélo, il peut te battre. Il C'est va tout. plus vite que toi, c'est sûr. Et voilà, et ça c'est vraiment un truc qu'on a compris, il y a eu une prise de conscience. Alors je sais pas exactement quand, mais moi cette année j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait vraiment un truc qui avait changé. Bah, nous pour le coup avant on avait des vélos qui étaient beaucoup moins bien. Là cette année on est un peu passé du tout au tout parce on s'est retrouvé avec des vélos qui sont vraiment incroyables pour le chrono. Et voilà, après on a fait des études. Moi par exemple en vue des championnats du monde, j'ai fait une étude qu'ils ont estimé à me faire gagner à peu près 15 watts. Alors, bien sûr, c'est sûr Ok. que 15 watts, ça paraît, quand on parle dans une discussion, on ne sait pas trop ce que ça signifie, mais ces 15 watts, on va dire, on faisait un test, on roulait à 50 km/h entre un point A et un point B, Ok. et à 50 km/h, on va dire, il y a 15 watts de moins avec le setup du départ et setup final, on va dire. Ça va être, moi, ce qui m'ont changé personnellement, c'est les lunettes. J'avais la visière, ils m'ont mis des lunettes. Et en fait, ça peut paraître anecdotique. On se dit, mais c'est pas possible que tu aies pu gagner des watts avec des lunettes. Mais si, parce qu'en fait, quand tu as les prolongateurs qui sont inclinés, tu peux de plus en plus mettre le nez proche de tes bras. Ouais. Problème, c'est que quand tu as la visière, ça fait une espèce de sphère autour de toi. Et en fait, si tu mets des lunettes, moi personnellement, j'arrivais vraiment à coller mon nez contre mes bras. Et du coup, si j'avais la visière bloquait. Et si j'avais les lunettes de vélo simples, basiques, et ben en fait, je pouvais vraiment mettre le nez qui touchait limite les bras. Alors c'est sûr que forcément, il y a des petites difficultés qui peuvent paraître anodines, c'est-à-dire comment respirer si tu as le Ouais. nez dans les bras. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est compliqué. Mais C'est après, quand tu commences à travailler la position, tu peux être de plus en plus proche, sans forcément toucher l'extrême, mais d'être de plus en plus proche, tendre vers le plus proche de tes bras. C'est une Et question après, d'habitude. voilà, c'est une question d'habitude, c'est une question d'entraînement. Et je vois souvent des coureurs qui me disent, moi j'ai fait du chrono aujourd'hui, je mets 20 minutes en position de chrono, et puis après le reste je fais sur les côtés. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une question de volonté aussi. C'est-à-dire que si tu fais 1h30 dans tes prolongateurs à bosser, alors c'est sûr, bien sûr, quand tu es en ville et tout, il faut pas le faire, c'est dangereux. Mais quand tu as vraiment la possibilité de travailler, il faut le faire au maximum si tu veux vraiment réussir dans le domaine. Et de toute façon, le travail, il paie toujours. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé cette année. Et après, voilà, il y a eu les lunettes, il y a eu ils m'ont remonté le cockpit de 2 cm et demi, c'est-à-dire qu'il était baissé au max, ils l'ont remonté au max, ils ont vu que ça vraiment j'avais un gain. Alors surtout parce que en fait quand il était tout en bas, bah, je tirais sur mon dos pour Ouais. pouvoir être le plus bas possible, mais j'étais sans doute pas assez souple pour le faire, Ok. ou la position ne me convenait pas, mais peut-être c'était un manque de souplesse ou quoi que ce soit. En fait, ça m'a fait gagner vraiment beaucoup. Et finalement, entre l'avant et l'après-test, et bah, il y a eu seulement le chrono des mondes, et au chrono des mondes, ça a s'est bien marché, quoi. passé, ouais. Donc du coup, voilà, après il y a eu un parcours spécifique, pas forcément non plus pour mon gabarit à première vue. Après, quand on voit les gabarits qui gagnent, c'est peut-être aussi une question de gestion de l'effort. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et en fait, il faut se rendre compte que les détails peuvent compter. Alors, c'est sûr que si tu fais pas le job, enfin, si tu fais pas les trucs de base comme bien dormir ou bien s'hydrater, ça sert à rien d'aller chercher des gains marginaux comme ça. Ouais, c'est ça. Mais si tu décides de mettre en place quelque chose d'intéressant, pas forcément d'extrême, mais d'intéressant sur quelque chose que tu veux, sur un objectif, et ben en fait, voilà, si tu te donnes les moyens et que tu décides de travailler et que vraiment tu es passionné dessus, et ben il y a toujours moyen d'avoir des bonnes progressions, et le chrono, c'en est la preuve. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gars qui essayent d'être bons au chrono, qui pensent que c'est les watts, mais en fait, l'aérodynamisme, il compte avant Ok. tout, Mm. en fait. Ouais, puis on a pu voir aussi dans l'autre sens des coureurs qui, comme c'était sur ton vélo, qui mettent les prolongateurs au plus bas, qui mettent le cockpit au plus bas,
et du coup qui sont ultra aéros, enfin, mais qui n'arrivent pas du coup à pousser leur puissance, quoi. C'est Il y ça. a aussi des deux côtés. En fait, je pense que le contre-la-montre, c'est vraiment trouver le meilleur ratio aéro-puissance de ce côté-là, quoi. Donc, Ouais, c'est pas c'est forcément privilégier l'un à l'autre, quoi. Voilà, c'est les ça, deux- c'est sûr. Les deux ont Bien une sûr. part, c'est pour ça que tu as fait une étude aussi. Ouais. L'étude, elle sert totalement à ça, je pense, à trouver le meilleur ratio. Donc, Bien sûr, c'est ça, c'est un ratio. Après, c'est sûr que tu peux tenir une position qui est complètement folle, complètement dingue, mais si t'es pas capable de mettre de watts dessus, ça sert à rien non plus. Ouais. C'est un juste milieu, il faut trouver une position qui te convient au niveau confort, au moins sur l'effort de 30 minutes, et en même temps que tu vas pouvoir mettre la puissance, et en même temps que tu sois aérodynamique. Quoi. et Ouais, du mais coup- c'est clair, déjà c'est flagrant quand on voyait deux photos, quand on compare avant cette étude et après, on voit vraiment que déjà, bon, t'as les prolongateurs plus relevés et vraiment la tête dans les bras, quoi. C'est assez impressionnant. Et je pense qu'on a vu, il me semble que en fait, c'était pas tant l'inclinaison qu'on avait, c'était bien moins important que le fait que les bras soient cachés, enfin que la tête, pardon, soit cachée derrière les bras. Ça, c'est vraiment ce qui compte le plus dans ta position, quoi. Ouais, la fameuse bulle dont tout le monde parle, entre guillemets, le Ouais, but c'est ça. d'arriver à faire Ouais. une bulle d'air, quoi. Ouais. Mais Bah, c'est c'est bien ce qu'on voit de toute manière de nos jours avec Remco Evenepoel. Quand on regarde par rapport au chrono à l'époque, même à l'époque de Lance Armstrong, vous voyez des prolongateurs qui pointaient vers le bas et on se rend compte qu'en fait ils allaient dans le mauvais sens, quoi. Donc c'est bien qu'il y ait eu ces aspects-là. Mais c'est vrai que pour tenir ces positions qui sont compliquées, pour pouvoir pousser des watts dans ces positions-là, il y a beaucoup de travail à faire en amont de ça. Donc on devine que vous devez aller à la salle de sport pour éventuellement faire d'autres choses que du vélo, pour pouvoir avoir le gainage, pour avoir ce renforcement musculaire, pour pouvoir tenir ces positions-là, du coup. En fait, c'est bien qu'on parle de ça parce que je pense que moi, je suis un peu le contre-exemple de toi. Toi, tu as vraiment une très bonne position, tu es bien posé, tu arrives à développer les watts. Et moi, en chrono, j'ai vraiment eu du mal au passage en junior où on passe de vélo de route de vélo traditionnel en contre-la-montre à des vélos spécifiques contre la montre. Et j'ai jamais réussi à trouver le vrai bon compromis dans ma position. J'ai entre être à l'aise, être confort, savoir développer les watts tout en étant aéro. Ouais. Et j'ai l'impression que j'avais un peu ni l'un ni l'autre, quoi. C'est ça qui est assez bizarre. On avait parlé du fait qu'en vélo de route, par exemple, sur un circuit tout plat, en roulant tranquille, bon après c'est difficile à dire comme ça, mais globalement, un peu plus de 33-34 de moyenne, c'est largement faisable en endurance. Alors qu'en chrono, je serais aux alentours des 35-36, quoi. Donc il y a 2-3 km/h max de différence. Alors que toi, tu me disais que la Moi, je différence peux rouler à est moi à notable, quoi. l'entraînement en endurance. Je vais toujours tenir ma position. Et sur des lignes droites, je vais pouvoir atteindre les 40-42 de moyenne sans forcément forcer plus que ça. Quoi. Ouais, c'est ça que... Vraiment dans mes watts d'endurance, sans problème. Ouais, Je on pense que voit la c'est une vraie question différence. d'anthropologie aussi, de base. Oui, c'est Peut-être. sûr, mais ça se travaille. Je pense que c'est Ouais, un je pense. travail que j'ai à faire et que ça m'intéresse vraiment de me mettre là-dedans à fond, quoi. C'est clair, c'est super important le chrono. Et ouais, comme tu disais, bon après, même s'il y a des différences de watts, je pense que c'est surtout l'aéro à cette vitesse, surtout en endurance, on n'est pas à haute intensité. Donc c'est surtout l'aéro qui joue, quoi. Et le rendement évidemment aussi, donc dans tout ce qui est matériel, pneumatique, etc. Mais là-dessus, on a du bon matériel, donc vraiment c'est surtout la position qui doit faire la différence. Ouais, c'est vrai que niveau position, on avait vu, je crois que c'est Louis Pijourlet qui a le record de l'heure français, Ouais, il me semble. Mm. Et lui, il disait que en fonction, entre le début du record de l'heure et le fin du record de l'heure, avec cette fatigue-là, cette fatigue le faisait automatiquement baisser la tête. Et en fait, son CX, donc son coefficient de pénétration dans l'air, était plus faible. Donc en fait, il était plus aéro quand il était fatigué. Mais ça, je pense que c'est vraiment, ça dépend de tout le monde. Je pense que lui, c'est vraiment un cas à part. Je pense que tout le monde n'est pas dans ce cas-là, quoi. En fin de contre C'est en pas fin de une règle contre-la-montre, c'est générale plus de dur, dire, ouais. plus on est fatigué, plus on est aéro. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, pour tenir cette position-là, vous avez dû faire des séances à la salle de sport et pousser, non? Du coup, c'est comment que ça se passe de ce côté-là, en dehors du vélo Disons que faire des séances à la salle, c'est sûr que forcément ça va t'aider. On va dire que pour le contre-la-montre, ça va être plus forcément le gainage, ce qui paraît évident. Après, bien sûr, tu peux aussi un peu compenser sur le vélo si tu forces vraiment sur la position. Mais je pense que oui, bien sûr, un gainage est vraiment super important. C'est super important d'avoir un bon gainage. Et après, moi je suis pas le mec qui va le plus à la salle personnellement. Mais je pense que vraiment, pour le contre-la-montre, ça va être vraiment le gainage qu'il faudra travailler.
Et après, quand tu as un bon gainage, tu peux commencer à travailler ta position sur le vélo. Et quand tu travailles ta position sur le vélo, tu vas voir que tu vas avoir des progrès remarquables si tu vraiment tu travailles. Mais après, je pense qu'il y a aussi le nombre de séances de chrono par semaine. Moi, quand je préparais le championnat du monde de chrono, c'était 3 à 4 séances par semaine de chrono. Et après, c'est sûr que pas tout le monde a la volonté de faire ça. Et je le comprends aussi parce que le chrono, s'entraîner en chrono, c'est quand même c'est plus monotone, on va dire, que sur la route. Et c'est surtout que en vue des préparations de chrono comme le championnat du monde, bah, tu fais des fois des 3 heures 110 bornes de plat, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun, c'est pas forcément les routes les plus intéressantes. Il y a parfois des routes avec de la circulation et tu sais que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi finalement pour travailler, mais c'est pas le plus amusant. Et c'est sûr que voilà, il y a vraiment des fois j'ai rencontré des passionnés du chrono. Moi j'en fais partie, je pense. Et après, je pense que voilà, il y a une vraie volonté derrière. Mais le gainage est vraiment très important. Et ensuite, travail de la position sur le plat dans des longues lignes droites. Et je pense que c'est là-dessus que tu peux le plus progresser, on va dire, en chrono. Ouais, c'est sûr. Bah, tu parlais de musculation. Je sais que cet hiver, on m'a fait faire des exos qui me permettaient de travailler ça. Mais ensuite, durant la saison, on l'a plus travaillé du tout. Et bah, moi, je sais que naturellement, j'ai un bon gainage. Donc forcément, ça se travaille toujours. Mais sur le vélo, principalement sur le vélo de route, j'ai aucun mal à être bien baissé, bien aéro. Et sur le vélo de chrono, bah, à faible intensité, je suis bien et tout. Mais quand ça augmente dans les intensités, j'ai du mal. Et j'ai du mal à pousser les watts et de maintenir la position. Donc vraiment, je dois me forcer à le faire. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé de faire 3-4 séances par semaine pour préparer un objectif. Et pourtant, je sentais pas les gains. En tout cas, c'était pas du tout notable dans ma position. Donc je pense que c'est des détails. Il faut que je trouve, par exemple, peut-être la longueur des manivelles ou mon angle au niveau du bassin ou au niveau des hanches est peut-être trop refermé. Donc ça permet une moins bonne circulation du sang. Ça peut être ce genre de détails qu'il faut que je trouve. Je sais que aussi en position de chrono, ça m'arrive que mon corps se bloque. Donc après, ça se sent dans les massages, tout ça, où j'ai besoin d'être débloqué. Donc ça, je pense que c'est des choses qui sont pas normales, on va dire. Et ça peut arriver à certains aussi. Et la plupart des coureurs, ils ont peut-être pas ce problème. Je pense que toi, t'as pas ce problème-là d'être bloqué ou... Non, j'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir trop ce problème-là. Après, voilà, moi je fais quand même. Je pense qu'il y a aussi des choses qui comptent. Il y a forcément de la génétique. Enfin, il part voilà, t'as de la chance ou pas, morphologique, voilà, c'est ça. Et puis aussi, personnellement, moi je fais des étirements tous les soirs. Donc, bon, c'est pas hyper long, c'est 10-15 minutes. Je pense que c'est juste assez pour qu'il y ait la motivation tous les jours de le faire. Mais voilà, je pense que c'est important de bien s'étirer et tout, parce que c'est ce qui t'évite ce genre de problème. Et aussi les blessures, forcément. Et en vélo, finalement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de blessures dans l'année, beaucoup de mecs blessés. Et c'est super important ce genre de truc. Voilà. Et quand on voit les mal de dos et tout, t'es pas le premier à me rapporter que t'as des mal de dos en chrono. Après, mal de dos, ça me concerne pas, mais c'est par exemple... En fait, je le sens pas que je suis bloqué, mais c'est au massage qu'on me le dit, quoi, que j'ai des problèmes comme ça. Mais disons que ça me fait pas de douleur spécifique. Ouais, tu sens pas la douleur, mais t'as un blocage un peu que tu connais pas trop. Je pense que c'est un problème de blocage au niveau de circulation du sang, c'est surtout ça. Okay. Donc au niveau du ventre et toute cette chaîne abdominale, on va dire. Ouais. Et après, en vrai, c'est vrai ce que tu disais, c'est hyper important les étirements. Et surtout aussi la mobilité, c'est très important. Donc ça, par exemple, j'en fais très peu. J'en faisais l'hiver, mais après, en pleine saison, je faisais pas de mobilité. Et les étirements, oui, j'en fais tous les soirs aussi. Et toi, je pense que tu as vu aussi, ou peut-être que tu en fais, la mobilité juste avant les chronos. Oui. Il y a beaucoup de coureurs qui font ça. Oui, bien sûr. C'est un peu un échauffement, on va dire, à la fois articulaire, puis c'est vraiment un échauffement qui est aussi un peu finalement physique, on va dire. C'est un pré-échauffement, c'est-à-dire que tu échauffes ton corps avant l'échauffement sur le vélo, quoi. Ouais, c'est que ce soit pas trop violent, quoi. C'est vraiment histoire qu'il y ait vraiment un passage entre l'échauffement, on va dire vraiment purement physique, ensuite l'échauffement sur le vélo et ensuite la course, pour qu'il y ait vraiment deux trucs avant et que ton corps soit vraiment prêt pour le départ. Moi je pense que la mobilité c'est intéressant à faire avant l'échauffement.
Et voilà, après, c'est vraiment un truc qu'on a, je pense, dans les équipes de développement, qu'il n'y a pas forcément autre part, on va dire, mais c'est intéressant à faire avant les chronos, je pense. Ouais, bah, comme tu disais, bah, faire tous ces exercices de mobilité, on voyait Victor Campenaerts sur sa chaîne YouTube qui montrait ces exercices de mobilité qu'il faisait le matin des contre-la-montre. Et je pense que c'est quelque chose de très important, mais qui est négligé par beaucoup, beaucoup de monde. Quoi. Donc, Et je pense que les exos de mobilité, c'est un peu un substitut quand le chrono, c'est super tôt, tu vois, un réveil musculaire et tout, ça permet de réactiver le corps en douceur le matin et tout. Je sais que quand il y a des chronos le matin, j'essaye d'en faire au lever ou après le petit déjeuner, tu vois, genre pas forcément juste avant que ça ait le temps de circuler tout le son. Et je reviens, enfin pas je reviens, mais je concordonne avec ce que tu disais, le passage de cadet à junior, tu passes pour la première fois sur un vrai vélo de chrono, et après, du coup, vous deux, trouver une position qui vous convenait et qui vous arriviez à tenir, ça a été un peu moins dur, apparemment. Mais perso, je suis comme Aurélien, ça a été super dur de trouver une position qui te convient, et puis en fait, bah, ça passe que par le travail, l'habitude, et tout, quand tu as l'habitude de le faire, ça passe mieux, je pense. Et après, quand t'as pas l'obligation, entre guillemets, dans le sens, t'as pas de plan fixe ou d'objectifs, de gros objectifs à préparer, c'est dur forcément de se forcer à aller faire du chrono et tout, mais on a l'habitude de dire, ouais, quand vous avez une séance de récup, d'oxygénation et tout, c'est bien de sortir le chrono juste pour ça, quoi. ouais, c'est sûr. Même s'il n'y a pas de séance spécifique, c'est cool, quoi. Et puis t'évoquais aussi le sujet aussi par rapport à la position des longueurs de manivelle. Aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle mode. À l'époque, on pouvait voir des grands coureurs, des rouleurs type comme Filippo Ganna qui pouvaient avoir du 175 mm en manivelle. Aujourd'hui, on voit que la tendance est à la baisse, jusqu'à retrouver des manivelles de 165 pour énormément de coureurs. Et donc, il y a aussi cet axe-là, quoi, non? Oui, bah c'est ça, en fait, la longueur de manivelle, c'est quand même assez récent. Enfin, le fait de l'avoir raccourci, on l'a surtout vu par Pogacar qui a du 165 mm. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel, surtout qu'il n'est pas tout petit. Et en fait, on s'est rendu compte que, bah, à l'époque, on pensait que forcément, tout le monde se dit ça, plus le bras de levier est grand, plus on aura de force. Ouais. Mais en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas mathématiquement, ça marche pas comme ça. Le bras de levier fonctionne d'un départ à zéro. Donc si c'est un départ à zéro, là oui, on aura plus de force pour mettre le mouvement, pour l'accélération, mais en fait l'entretenir. Donc un départ à une certaine puissance, il y a plus de différence entre un long bras de levier et un court bras de levier. Donc en fait, c'est trouver le bon compromis entre le coup de pédale à avoir, parce que si on a des manivelles de 100 mm, je pense que c'est impossible d'avoir un bon coup de pédale. Et par contre, plus c'est court, plus l'angle du bassin est relevé. Ouais. Donc la jambe monte moins et ça permet une meilleure circulation du sang et Parce qu'il y plus a de des puissance. artères qui passent au niveau du C'est bassin ici, donc plus c'est long, plus tu les comprimes en fait, du coup plus c'est ça. l'arrivée de sang dans tes jambes elle est moindre. Et bon, c'est une chaîne d'utilisation du sang physique, mais de l'oxygène physique. Mais, Donc en soi, plus c'est court, mieux c'est, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on ne peut plus garder le même coup de pédale. Quoi. Ouais, puis C'est ça ça. doit dépendre aussi des coureurs vélos, des coureurs qui roulent plus en force, je pense. Aussi, oui. Si t'es très véloce, c'est vrai que ça peut être un avantage d'avoir des manivelles plus petites. Comme tu disais, Pogacar, il a la même longueur sur route et sur contre-la-montre. Mais il y a encore plein de coureurs aussi, bon, j'en fais partie, mais qui ont des longueurs différentes de manivelles. Par exemple, 170 en contre-la-montre, 172,5 sur route. Mais il y a aussi ce travail-là d'habitude, et je ne sais pas si c'est une bonne chose aussi d'avoir une longueur différente, mais je ne sais pas pour vous ce que vous avez, si vous savez exactement de ce côté-là. Quoi, mais... Bah moi, de mon côté, c'est comme toi. J'ai une manivelle de 170 en chrono et une 172,5 en route. Après, moi, j'ai pas trop étudié le truc. Vraiment, cette année, ils ont fait ce choix-là quand ils m'ont présenté les vélos. Okay. Et après, voilà, je pense que c'est sûr qu'il y a une différence. Parce que après, moi, ils m'ont mis enfin, on va dire, moi, ils m'ont carrément dit de prendre une autre paire de chaussures pour le chrono. C'est-à-dire que le réglage de cale est pas pareil. Et du coup, ils m'ont dit, voilà, on va mettre ces cales-là comme ça sous ta chaussure. Et les autres, on fera sur la route, on fera un truc différent. Et bah, cette année, ça a plutôt bien marché. Mais je sais pas exactement si je vais conserver ce système. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que d'avoir des tailles de manivelles différentes, ça joue. Et après, pour l'instant, moi, je me suis pas trop penché sur ce sujet-là. Mais franchement, il y a l'air d'avoir des trucs intéressants. Quand on voit le cas de Pogacar, voilà,
c'est vraiment arrivé cette année, on va dire. Que avant, moi, j'étais pas trop au courant personnellement. C'est une mode. C'est vraiment une nouvelle mode, mais en même temps, c'est plus performant, donc c'est à étudier, quoi. Là, tu parlais des chaussures avec un réglage de cale différent. Et pour parler des chaussures, on voit que pas mal de professionnels utilisent une paire de chaussures différentes. Pour le réglage des cales aussi, comme tu dis, mais aussi des chaussures par exemple à lacets. Bon, Pogacar lui utilise des DMT à lacets toute l'année, mais on voit Remco Evenepoel qui utilise les Specialized avec des lacets pour le contre-la-montre pour des gains aussi aéros. On voit des coureurs de la Visma qui utilisent des chaussures anti-loper full carbone aussi de ce côté-là pour des gains aéros. Donc il y a pas mal de choses de ce côté-là aussi au niveau des chaussures. Oui, parce qu'on utilise principalement, et la plupart des coureurs vont utiliser le système BOA, il s'appelle. Ouais. C'est, on va dire, un espèce de... C'est une boucle de serrage. Ouais, c'est ça, c'est une boucle de serrage à tourner pour serrer. Et donc ça, je suppose que ça doit créer... Oui. Quand on a les surchaussures, ça surélève un peu. Ouais, ça fait 1 cm de haut. Voilà, et c'est ça. Si t'en as deux, bah, ça peut faire ça. Alors que pour le cas des chaussures anti-loper, des fois tu peux avoir un serrage à l'arrière. Et pour le cas des lacets, bah, les lacets du coup c'est beaucoup plus plat. Quoi, donc, Après, c'est des détails, c'est difficile à dire comme ça. On peut pas vraiment savoir enfin, de notre côté, on peut pas savoir si ça a vraiment des gains. Mais je pense que eux l'ont étudié et eux doivent avoir trouvé la différence. Et pour parler du coup des différents réglages de cale, tu sais à peu près ce qu'il y avait comme différence entre les réglages de cale sur route et sur chrono, c'est le recul, tout ça, C'est le recul, on va dire. Ok. Sur mes cales de chrono, le recul était plus important que sur mes cales de route. Ouais. Donc je sais pas exactement pourquoi. C'était aussi lié à la position, mais voilà, c'est peut-être en regardant les photos, je vois vraiment qu'il y a une différence, en tout cas entre ma position chrono, ma position route, comment je suis par rapport à mon pédalier, quoi. Ah, tu vois la différence sur les photos, carrément? J'ai Ouais, l'impression qu'il y a une vraie différence. C'est vrai que comme tu dis, ce réglage de cale, on a vu aussi en triathlon depuis quelques années, il y a beaucoup d'études aussi qui sont faites dans le triathlon, des réglages de cale qui étaient totalement fous, parce que la cale était presque au milieu du pied. En fait, ils testent des nouvelles choses et j'ai l'impression qu'au triathlon aussi ça va dans ce domaine-là, sachant qu'ils ont des positions un peu différentes du contre-la-montre, des positions un peu surélevées, mais peut-être que ça a un lien au final. Donc, En fait, c'est une question d'angle. On règle toujours les positions en angle, que ce soit angle à la cheville, angle au genou. Donc, je pense que comme tu es complètement couché, tu n'es jamais relevé en vélo de chrono, c'est quelque chose qui doit jouer là-dessus. C'est évident qu'ils ont poussé la chose vraiment loin et ça, c'est une bonne chose, quoi. Et du coup, toi, t'as les mêmes chaussures sur route et Ouais, moi parce j'ai que la c'est- même chaussure, même cale, et puis aussi même longueur de manivelle. ok. Donc sur la route, ça me convient plutôt bien. Je trouve que j'ai un bon coup de pédale sur la route quand je regarde sur le capteur de puissance. Par contre, en chrono, je pense que je vais voir pour passer sur des manivelles plus courtes, ouais. Ok. Pour avoir l'angle moins, comment dire, le sang un peu moins coupé, peut-être. Ok, Ça ouais. changera quelque chose ou Ah, peut-être j'avais- pas, mais... J'avais jamais entendu un réglage de cale différent sur route et en chrono, ça n'a pas été dur l'adaptation parce que tu sais, on avertit toujours les Ouais. jeunes comme quoi. C'est vrai que quand on Quand change tu ses changes, cales, c'est ouais. tout le temps compliqué. On dit, même Plus s'il y a un de micro-réglage, blessures. c'est compliqué dans ce sens-là. Quand on doit changer ses cales, c'est tout le temps un peu compliqué quand on doit les changer parce qu'on a peur qu'il y ait un petit micro-réglage qui fait qu'on peut pas avoir une blessure. Donc ça a dû être. Comment ça s'est passé l'adaptation? C'est sûr que pour le coup, moi, je suis pas quelqu'un qui est très sensible à ça. C'est-à-dire que pas forcément où il y a forcément un risque de blessure, mais moi, je vais pas ressentir beaucoup ces détails-là. Et on va dire, j'ai pas vraiment vu sur le coup la différence, mais en fait, j'ai senti que sur mon vélo de chrono, j'ai l'impression d'être plus avancé par rapport à mon pédalier Ok. que sur mon vélo de route. Et ça, je l'ai senti, mais j'ai pas senti le fait que la cale était un peu plus reculée. Ok. sur la- Ok, top. Ouais, mais comme tu dis, comme tu as des manivelles plus courtes, ça doit sûrement jouer aussi dans ta position. Comme tu es aussi en bec de selle, toi, tu as plus l'habitude d'être sur le milieu de la selle ou en route. Donc ça joue aussi dans ta position, Ouais. quoi. C'est ça, je suis toujours bec de selle en chrono, donc forcément ça joue. Donc en amont de ce championnat du monde, tu as fait des tests. Donc tu nous as un peu expliqué brièvement, mais en quoi consistaient ces tests? Du coup, comment tu faisais? Qu'est-ce que tu utilisais comme appareil pour tester? Comment c'était? Alors il y a eu plusieurs on va dire tests que j'ai fait. Il y a eu le test Aeroscale dont j'ai parlé plus tôt, où là voilà on a fait les changements, les lunettes civiles, enfin les lunettes civiles, les lunettes de l'équipe et
et puis le cockpit. Il y a eu un premier test avant que j'avais fait, qui était même avant le championnat de France de chrono. C'était un stage en équipe de France qu'on avait fait, il y avait peut-être 4 coureurs. Voilà. Donc du coup, on avait fait le chrono 47, c'était un chrono par équipe cette année. Et après, il nous avait appris direct après le chrono 47. Et en fait, on avait fait des tests sur piste. Et donc on avait on avait l'occasion de tester des trucs. On avait testé les combis, les différentes combis, quel gain on avait entre les combis. Et on avait testé aussi donc les brassers aéros. Alors les brassers aéros, c'est assez intéressant parce que en fait, on a étudié que généralement les coureurs, on va dire plus stock, il peut y avoir un gain, mais plus t'es mince, moins il y a de chances qu'il y ait de gain. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir 2 coureurs tester ces brassers aéros. Et le premier coureur, il y avait un gain, mais extrêmement faible, donc on ne savait même pas si c'était un gain potentiel. Et le deuxième coureur, il n'y avait pas de gain du tout. C'est-à-dire que c'était exactement pareil. Et en fait, moi j'en ai parlé avec celui qu'on avait un assistant à Aeroscale, qui est aussi coureur, qui est Mathias Ribeiro da Cruz, donc le champion de France amateur de chrono. Et lui, il avait fait des tests, et sur lui, ça fonctionnait, la brassière aéro, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un gain. Et en fait, ça dépend vraiment du gabarit du coureur. Et en chrono, forcément, notre physique, on n'est pas fait pour être aérodynamique. Donc, il faut partir de cette base-là. Il n'y a pas de vérité concrète. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des tests. Et sur certains coureurs, ça marche. Sur certaines morphologies, ça marche. Et pas sur d'autres. Et voilà, c'était super intéressant. Après, il y a eu la radio aussi. La radio, test avant-arrière. Et là, je peux le dire honnêtement, sur quasiment tout le monde, sur tout le monde, ça a marché. C'est-à-dire que vous mettez votre radio à l'avant, contre la poitrine, voilà, le haut du ventre. Et c'est sûr qu'il y a un gain. Il y avait vraiment un gros gain à faire ça. Et quand on peut voir que au championnat de France, par exemple, je gagne le chrono pour 2 secondes et demie et que finalement il y a ce changement juste avant, et ben ça peut se jouer à ce genre de détails-là. De toute façon, le chrono, c'est que du détail. Donc il y a ce genre de détails-là qui peuvent vraiment compter. Ah, c'est des détails qui comptent. Ça semble être dérisoire comme truc, mais au final, on se rend compte que c'est aussi l'avantage des plus grosses structures, mais ça permet de se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment des choses à gagner sur la position et sur des détails, comme tu dis, la radio, etc. Surtout que tu en parlais avant, mais des gains que tu as eu avec ta seconde position, on voit que même sur une position travaillée, il y a encore moyen de gagner des watts et des watts, et c'est vraiment super intéressant. Oui, c'est sûr. Et il y a plein d'axes de progression en fait. Il y a tout ce que tu portes, tout l'équipement sur lequel tu vas partir, il y a un point d'optimisation sur tout en fait. C'est ça qui est impressionnant en chrono. C'est qu'en fait, tu te dis, en fait, il y a toujours des limites plus loin. Et en fait, il n'y a pas vraiment de limite. C'est ça le truc, c'est que tu peux toujours pousser à fond, le bouchon plus loin. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que j'ai fait 2 tests personnellement. Et à chaque test, il y a eu des axes de progression. Ok. Là, ça, tu parlais de la radio. Bon, pour dire, pour ceux qui nous écoutent, la radio, ça permet aussi d'être relié de quoi son directeur sportif qui est derrière dans la voiture pour nous donner des indications sur le parcours et tout. Donc c'est une radio qui est directement connectée à votre oreille avec une oreillette. Mais pour cette radio-là, on a vu aussi qu'il y a certains coureurs qui ont essayé d'utiliser un carénage complet. Donc c'est que la radio, plus un carénage qui prend un peu plus de place aussi pour ce côté aéro et pour que l'air en fait passe pas trop sur le ventre et passe en dessous. Je pense que c'est pour ça, non ? Ouais, c'est ça. En fait, entre tes jambes et ton ventre, ça fait comme ça, et du coup l'air il arrive là-dedans et il s'engouffre. Et du coup mettre ça, en fait, ça permet que l'air s'écoule mieux sur son ventre. Et après ça, comme tu dis, c'est vraiment intéressant que tu aies parlé de ça. Ça va dépendre vraiment de chacun. Et c'est pour ça que c'est dur à dire à notre niveau. Le mieux, évidemment, c'est la soufflerie, mais forcément, c'est pas abordable pour tous. Et en fonction de la morphologie, ça va changer. Certains, ça va avoir un gain, certains autres, enfin, chez d'autres, non. Mais c'est clair que ça, oui, si on met une bouteille ou quoi que ce soit, bon, faut qu'elle soit bien mise, mais au niveau du ventre, oui, ça permet à l'air de mieux s'écouler, c'est évident. Et après, c'est pour ça qu'ils ont interdit ça, d'ailleurs, justement. C'est interdit d'avoir, par exemple, un bidon vide ou quoi que ce soit. D'ailleurs, en fait, en chrono, ils nous demandent, toi aussi, je pense,
ils demandent ce qu'on a au ventre. Alors on leur montre, on doit leur montrer que c'est juste l'oreillette, quoi. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre autre chose. Ouais. Et chez les pros, on a vu par exemple Vingegaard qui avait ça. Il avait vraiment une oreillette, mais énorme, quoi. C'était une bouteille, le truc. Ouais. Donc vraiment, c'est pour des gains comme ça, quoi. Je sais que pour parler d'un chrono, quoi, on a fait tous les quatre. À Altkirch, il demandait, c'est pas sur le torse, mais les bidons sur le cadre, il demandait à vérifier qu'ils étaient remplis et que c'était pas juste pour De l'air, ouais. de l'aéro, ouais. Ouais. J'en avais un, ils m'ont pas demandé, mais. Non, moi, ils m'ont demandé de l'ouvrir et tout. Ah ouais? Ils ont demandé de montrer Bah, à ce que ce soit vraiment J'ai pas rempli, eu qu'il y ait ça. vraiment de l'eau. Et Non, d'ailleurs, c'est obligatoire, ouais. D'ailleurs, Ah ouais ils avaient des bouteilles d'eau dans la zone d'attente. Ouais, ouais. Et j'ai vu un mec, il avait le bidon vide et ils lui ont fait remplir le bidon. Soit il le faisait remplir, soit il Ouais. le laissait à la voiture. Ouais, non, j'y étais, mais ils m'ont pas demandé, bon. Mais c'est vrai que de ce côté-là, il y a aussi le gain avec les bidons. On a vu aussi, à l'époque, il y avait les bidons ronds, mais maintenant, comme ça, dont on se sert plus en contre-la-montre. Mais on voit aussi pour les bidons, plein de marques comme Colnago ou Cervelo, ils utilisent un porte-bidon et un bidon spécial adapté au cadre, qui va vraiment en dessous, qui est vraiment adapté. Et on a vu ça du coup avec Tadej Pogacar. Et ouais, comme tu dis, il y a des améliorations de ce côté-là, quoi. Oui, c'est ça, ou le Supersonica notamment, il a repris un système similaire et en fait ça comble vraiment, on va dire, l'air qui passe entre le câble. Le Supersonica, c'est le nouveau vélo développé Villiers, par c'est la ça. marque Villiers, du coup l'équipementier de l'équipe FDJ. Ouais. Oui, c'est ça, développé avec Stéphane Kung notamment. Et donc l'air qui passe entre le cadre va s'écouler beaucoup mieux. Et avec un bidon, par exemple sur le Chiv de Evenepoel ou le bolide de Filippo Ganna, ils le mettent vraiment tout en bas pour un peu imiter ce système, quoi. Ouais. Mais c'est clair que s'il y a un porte-bidon directement intégré au bas du cadre, c'est le gain qu'on peut le plus important, on va dire. Ouais. Ouais, pour dévier un tout petit peu, maintenant, on voit qu'il y a ces recherches-là, même sur la route, avec l'équipe Trek, avec les nouveaux bidons Elite. Ouais. Comme quoi, ça s'étend vraiment super loin, les gains aéros. Le dernier truc dont on n'a pas parlé, où évidemment il y a plein de choses dont on pourrait parler, un des derniers points, c'est on n'a pas évoqué les surchaussures. Ça, c'est une mode de plus en plus. Je sais qu'en France, dans les pelotons élites, l'année dernière, on voyait aucun mec avec des surchaussures sur la route, ou très peu. Alors que cette année, c'est vraiment devenu pas une obligation, mais il y a 75% tout le temps du peloton avec des surchaussures aéro tout le temps sur la route. Et c'est un peu traître, c'est un peu comme les aéro base layers, c'est souvent beaucoup à la morphologie, et puis il faut le porter de la bonne manière. Je crois que si tu portes des chaussettes aéro en dessous, ça annule un peu les gains, ça améliore En pas fait, ça beaucoup, fait une quoi. couche Ouais, il supplémentaire. faudrait quoi. mettre techniquement des sockets Voilà, qui dépassent c'est pas. ça. Donc, Exactement. ce que vous C'est des sockets utilisez. qu'il faudrait. Ouais. Ouais. C'est des sockets, après ça là-dessus, moi j'ai pas encore fait les tests personnellement. Après j'aime quand même bien avoir des chaussettes de vélo en dessous. Ouais. Mais c'est sûr que oui, techniquement parlant, normalement on devrait avoir des sockets et des surchaussures par-dessus. Mais après, forcément, déjà le surchaussure, ça va te donner un gain, comme la chaussette aéro finalement. Et ça annule pas totalement parce que, en fait, là où il y a vraiment le gain principal de la surchaussure, c'est le fait que ce soit par-dessus la chaussure et pas forcément au niveau du mollet. Bien sûr, ça va servir comme une chaussette aéro. Mais en plus, ça va couvrir la chaussure. C'est ça qui est intéressant. C'est ça. Après, les sockets, c'est bien sûr, ça va être vraiment dans le détail et je connais vraiment pas beaucoup de coureurs qui font ça, voire aucun. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas encore hyper développé, mais ça peut se voir bientôt. On voit à quel rythme changent les choses, ça peut aller très vite. Et puis on voit aussi quelque chose qui a été une réglementation UCI, c'est la hauteur des chaussettes. Du coup, la hauteur de surchaussure, ça revient au même, qui a été à mi-mollet. Parce qu'on voyait certains coureurs du coup, qui dépassaient du coup, ce niveau-là de mi-mollet. Du coup. On a vu du coup la UCI faire un appareil pour mesurer ça. Et il y a de ça aussi, quoi. Ça montre que la matière aéro peut être potentiellement plus aéro que la peau. Mais d'un autre côté, on peut voir des coureurs comme Remco Evenepoel qui privilégient des combinaisons à manches courtes et qui du coup se rasent également les bras comme les jambes parce que dit aussi la peau aussi peut être également aéro, et il y a aussi de ce côté-là, quoi. Bah ouais, les tests qui ont été faits avec Remco, il me semble que en fait, sa peau est plus aérodynamique que le textile, ce qui fait que moins il y a de textile, mieux c'est. On a aussi vu son cuissard vraiment presque coupé, quoi. Il était super court.
Et donc pour revenir sur les surchaussures, oui, on a limité la hauteur. Et je crois que c'est aussi pour éviter les chaussettes de contention. Parce que ça peut aider le retour veineux, le retour sanguin. Donc ils ont limité la hauteur à cause de ça. Et c'est vrai, comme tu disais, que c'est vraiment important, les surchaussures au textile. Ça, c'est un gain qui a été un peu, on va dire, mondialisé. Tout le monde l'utilise, quoi. Et au niveau des chaussures, c'est vraiment important. Et ce qui a été vu récemment, je pense que tu en as vu aussi, c'est donc des surchaussures qui étaient coupées au niveau de la cheville. Et en dessous, ils mettaient des chaussettes aéro. Alors Ouais, ça, ok. je sais pas pourquoi, mais ça a été testé et visiblement, il y a des gains là-dessus. C'est peut-être... il n'y a pas de pli au niveau de la flexion du pied. Peut-être quelque chose comme ça. Encore une fois... Ouais, ça va être plus dur à tester parce que Ouais. forcément, il faut être en équipation. Et après, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas de pli, mais il y a certains coureurs qui le sentent, d'autres moins. Après, c'est sûr que oui, c'est vraiment nouveau ça aussi pour le coup, couper les surchaussures. Mais je sais pas encore, j'ai pas vu quelqu'un faire le test pour le moment, donc voilà, ça peut être intéressant. Ah, on a vu Cavendish qui utilisait des morceaux, enfin c'est pas vraiment des morceaux de surchaussure, mais quelque chose qui se mettait que sur la chaussure pour combler les serrages bois. C'est Spi qui fait ça. Ils se servaient de ça Oui. et on voit de ce côté-là, ouais. Après, Il y on avait- voit aussi des coureurs. Bah, moi, j'ai l'exemple aussi de Pogacar qui a gagné le dernier contre-la-montre du Tour de France, mais sans surchaussure. Il avait des chaussettes aéro et ses chaussures classiques. Donc, il y a aussi ce côté-là, comme ça prend, on va dire, la cheville, on peut avoir une flexion différente de la cheville. Pour ça, peut-être faut s'y habituer ou peut-être ça peut dépendre de tous les coureurs, quoi, au final. Oui, je suis d'accord. Bah, en fait, on voyait le dernier chrono du tour, il était quand même assez montagneux. Même s'il roulait vite, c'était montagneux, c'était dans des cols. Donc, enfin, je sais que personnellement, le coup de pédale de montagne, il est différent qu'en chrono. Et quand j'utilise des surchaussures sur un parcours montagneux, mon mouvement mon coup de pédale, je sens qu'il est un peu gêné par la surchaussure. Ouais. Donc, je préfère ne pas en mettre si ça monte vraiment. De toute façon, les gains, ils sont significatifs qu'à une certaine vitesse. Donc au-delà de, il me semble, 40 km/h, il y a des gains notables. Donc là, on revient sur votre épisode de la dernière fois sur les gains marginaux. Mais je pense que c'est important de ne pas confondre gains marginaux et gains non négligeables. Ouais. Enfin, je donne un exemple con, mais par exemple, je sais pas, si on s'enlevait un poil, c'est un gain négligeable. On gagne rien, quoi. C'est de trouver la différence entre les deux. Parce que je pense qu'il y en a qui font des fixettes sur des gains qui, au final, n'apportent rien. Bah, comme tu as dit, par exemple, c'est un peu le phénomène de mode des base-layers. C'est quelque chose, je pense qu'il y a des choses vraiment primordiales dans l'aéro et d'autres qui sont moins, voire pas du tout. Et ça, faut réussir à le tester, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut commencer par avoir la base pour ensuite avoir ce genre de gain. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu décides d'avoir une brassière aéro, tu n'as même pas testé, donc tu sais même pas encore si c'est potentiellement un gain. Mais par contre, tes prolongateurs, ils sont pas corrects, ils sont pas adaptés et que tu vas prendre le vent. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une brassière aéro ou est-ce qu'il faut mieux pas investir dans des prolongateurs d'abord? C'est la question qu'il faut se poser. Puis on voit les brassières, les Aero Base Layer, on voit, du coup, comme tu dis, c'est un peu un effet de mode, on voit plein de coureurs avec ça, mais c'est fait en fait pour porter un maillot par-dessus. Et on voit des fois des amateurs qui en portent, sauf que le maillot il va remonter, et du coup il va avoir 3, 4, 5 cm de cette matière-là nervurée qui est faite normalement pour être recouverte par le maillot, mais du coup le maillot n'est pas recouvert, donc en fait non seulement il n'y a pas forcément de gain, ça peut presque même être négatif quoi, si c'est mal utilisé quoi, donc c'est ça, mais c'est vraiment, ça dépend de l'équipementier aussi. C'est pour ça que, comme tu disais, c'est important de tester. Et puis, tu peux pas savoir, quand t'as pas accès à des tests vraiment poussés et avec des personnes vraiment qualifiées, c'est dur de dire ah, je pense que je vais plus vite. Et puis c'est tellement un effet de mode que maintenant on en retrouve même sur des sites internet en revente pas cher, alors qu'à la base c'est vraiment un produit de gain ouais, marginaux. on pourrait croire que presque c'est utilisé certains pour un gain mental. Ouais, On se dit on va ça, donc on va plus vite, mais ouais. Puis tu parles aussi des prolongateurs, ça aussi ça a globalement énormément changé. Pendant longtemps c'était des prolongateurs ronds, classiques, même plats, et donc on voit un peu une inclinaison au niveau des mains pour tenir le prolongateur de manière différente, mais on voit maintenant quasiment tous les coureurs professionnels ont des prolongateurs moulés, voire moulés sur mesure aussi, donc il y a aussi de ce côté-là. Je sais pas si tu as testé. Moi, j'ai pas pu tester prolongateur moulé parce que pour les juniors, il n'y avait pas. Et voilà, après, c'est exceptionnel, c'est que pour certains coureurs dans l'équipe. Maintenant,
Nous, par exemple, on avait les Dédale Jet, c'est les prolongateurs, Ouais. qui sont plutôt pas mal, moi je trouve, parce qu'en fait, ils sont inclinés. C'est-à-dire que déjà, comparé à certains prolongateurs, ou même la plupart, qui sont juste plats et ensuite qui vont aller au bout, s'incliner un peu Ouais. pour la prise en main, Ouais. ça va être vraiment des prolongateurs inclinés, vraiment. euh, on va dire qu'il y a il y a un vrai angle. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant et ça permet aussi d'avoir une position plus intéressante qu'avec des prolongateurs basiques. Maintenant, bien sûr, le plus performant, on va dire, ça va être le prolongateur moulé, mais à faire, ça coûte extrêmement cher. Donc, Ouais, des forcément, milliers d'euros, c'est des ça milliers va, d'euros. Oui, c'est ça lié, va pas être pour tout le monde. Et ensuite, voilà, moi, je pense qu'il y a certaines marques qui font des trucs pas mal. Pas seulement Deda, mais Deda en partie. Ils font vraiment des trucs bien. Après, voilà, c'est hyper intéressant. Et moi, je me rappelle que l'année dernière, enfin l'année d'avant, on va dire, quand j'avais mon ancien vélo de chrono, on avait des prolongateurs qui étaient finalement pas ouf. Et au final, la position, en fait, t'as beau essayer d'être le mieux posé possible, tu feras jamais la moitié de ce que qui a des bons prolongateurs pourrait avoir Ouais. en fait. Et c'est ça le problème, c'est que c'est hyper inégal. Et même quelqu'un qui peut avoir un super beau vélo de chrono, pour moi, s'il n'a pas des bons prolongateurs, et ben, il va avoir des pertes aérodynamiques qui peuvent être énormes. Et on ne se rend pas compte à quel point juste le cockpit, c'est super important dans le chrono. En fait, c'est vraiment... ça change tout. Ça change Ça vraiment tout. reprend vraiment la forme de Voilà. l'avant-bras, ce qui fait que tu as une meilleure pénétration dans l'air, mais tu te tiens mieux aussi sur la position. Oui, voilà. Et il y a aussi les repose-coudes, on voit pour ce qui est des marques Watch Shop comme Aerocoach qui font des. Et Deda aussi, c'est un peu comme ça. Ils sont un peu plus larges, un peu plus hauts, qui fait que ça tient mieux les coudes. Et comme ça, les Voilà. coudes, ils bougent pas du tout. Alors sur des repose-coudes classiques qu'on peut avoir sur. Vraiment classique, en fait c'est vraiment plat, et du coup tes coudes peuvent partir et du coup Ouais. tu dois te forcer à rester comme ça. C'est Donc ça. ça peut aussi t'aider à rentrer les bras et Oui. rentrer les coudes aussi Voilà, de ce forcément, côté-là. Ouais. c'est ça. Non, mais c'est marrant que tu parles de ce cas de figure-là, parce que je pense que de nombreux qui nous regardent, c'est leur cas, c'est d'avoir un beau vélo de chrono, mais avoir des prolongateurs basiques. Ça, je pense que ça arrive. Enfin, moi, je vois ça vraiment souvent. Et donc, par exemple, c'est vrai que la position, ça change beaucoup, parce que tu as un appui là, un appui au niveau des mains, alors que toi, je pense que tu as l'appui sur tout l'avant-bras. Oui, Ouais, voilà, exactement. ça change vraiment beaucoup dans le confort et tout ça. Donc, c'est des détails qui sont pas négligeables à la fin, quoi. Bien sûr. Parce que je parlais de travailler la position. Si vous n'avez pas un cockpit qui est agréable, ça va être hyper compliqué. Déjà que c'est dur mentalement de le faire avec quelque chose d'agréable. Mais alors, si vous avez quelque chose de pas agréable, c'est hyper compliqué d'avoir une bonne position et en plus de la travailler. Donc, du coup, ça va vraiment en fait c'est ce qui crée vraiment des écarts entre les meilleurs et les autres. En fait, il y a un espèce de gap qui fait que, en fait, t'auras beau essayer, il y aura toujours cet écart parce que le mec qui est en face de toi, il a juste une meilleure position et il a aussi meilleur matos. Et forcément, ce qui est difficile en chrono, c'est d'avoir du bon matériel et c'est pas facile pour tout le monde parce que nous qui sommes en équipe de développement, on paye pas, donc forcément c'est un très très gros c'est avantage. sûr. Et on a tout un encadrement derrière qui fait qu'on va pouvoir performer. Mais la plupart des coureurs n'ont pas cet encadrement et n'ont pas ce matériel. Et donc forcément, c'est compliqué, sachant qu'il faut avoir un vélo de route à côté. Ça va être très compliqué d'avoir du très bon matériel en chrono. Et finalement, c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que c'est ce qui fait la différence pour atteindre le très haut niveau C'est des vélos qui roulent pas beaucoup dans le monde amateur. Des fois, c'est plus compliqué, tu fais moins de contre-la-montre. C'est sûr. Des fois, les contre-la-montre, ils ont moins d'intérêt de ce côté-là, donc c'est plus compliqué aussi d'investir. Si tu fais 3-4 chronos par an maximum, c'est vrai que ça fait un sacré investissement, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est une course à l'armement pas égale, comme vous le rappeliez, mais en fait, il y en a beaucoup qui préfèrent investir, tu vois, dans un beau cadre, un beau vélo ou un beau groupe, plutôt qu'au final avoir, même si tu as un vélo qui date d'il y a quelques années, qui était bien il y a quelques années, parfois c'est plus intéressant d'avoir un vélo d'il y a quelques années, mais d'avoir une position vraiment travaillée et puis des prolongateurs, etc., que juste avoir un beau groupe de belles roues. Bon, les roues c'est super important, mais voilà. Je sais pas ce que vous aviez, vous, cette année, En quoi en chrono. On avait les Villiers Turbines SLR.
Et au niveau des prolongateurs, vous aviez un peu Les des- profils design 43 C'est ça. SC, je crois. Ouais. Ouais, c'est exactement Ah, ça. c'est une bonne alternative. Ceux-là, ouais. C'est Bah, un peu les... On en voit énormément dans le monde amateur parce qu'ils font un peu le bon compromis. Parce que d'un côté, c'est pas un combo, on peut les régler. Mais de l'autre côté, ils prennent la forme de l'avant-bras. Et donc, je Ouais. pense que c'est un bon Mais compromis. en fait, ça aussi, dépend comment ils sont réglés. Chez moi, par exemple, ils prennent pas du tout la forme de l'avant-bras. Ouais. Ils prennent vraiment ma main et le coude, quoi. Ok. Après, je pense que c'est un réglage, ça dépendra de la morphologie aussi de chacun. Mais oui, Ouais. forcément, ils ont un aspect, on va dire, un peu profilé comme ça, Ouais, ça ouais. c'est clair. Puis on voit de toute façon la position des mains entre plein de coureurs. Il y a des coureurs qui ont la main vraiment vers le bas, d'autres qui ont la main vers le haut. Ouais. Et on voit aussi, pour prendre des cas, Ghana qui a la main vers le bas, Remco qui a la main un peu inclinée entre les deux. Et on voit des marques comme Aerocoach qui proposent des cockpits, tout ça, des prolongateurs. On voit, ils font plusieurs choses, plusieurs grips, pour s'adapter vraiment à comment tu veux positionner ta main et tout ça. C'est des choses. Si tu un prolongateur rond classique, en fait, tu peux pas trop toucher à ça, quoi. Donc, il y a aussi de ce côté-là une question de confort en plus de l'aéro, quoi. Oui, c'est sûr, et ça, c'est des tests qui sont faits clairement chez les pros, quoi. Mm. Au niveau amateur ou même chez les juniors, on n'a pas on va dire, on n'a pas trop le choix de se décider qu'on a les mains comme ça Ouais. ou comme ça. C'est vraiment avec ce qu'on a, quoi. Ouais. Ou par exemple, ouais, comme tu parlais de Ghana, au record de l'heure, il avait son vélo qui a été fait entièrement pour ça, Mm. où là, il avait vraiment les prolongateurs moulés, etc., qu'il a après mis sur la route. Et c'est là qu'on a vu qu'il voulait vraiment la position vers le bas. Ouais. Même s'il l'avait déjà avant, c'est vraiment... ça s'est vraiment développé avec ça, quoi, notamment. C'est vrai que sa position, elle n'a pas arrêté d'évoluer. Ouais, vraiment. Il y a même quand il était en 2020, 2021, tous les ans ça a évolué. On a vu les longueurs de manivelle, mais c'est vrai que sa position, avant il avait les positions assez atypiques parce qu'il avait les repose coudes qui étaient vraiment à l'avant-bras, Ouais. quasiment. Donc aujourd'hui, on voit que ça a plus tendance à être un peu plus classique. Ses bras sont positionnés un peu plus classiques, même un peu écartés contrairement à avant, et on voit que ça change tout le temps, ça change et c'est en fonction du confort, mais en fonction de l'aéro, quoi. Je pense qu'il y a des tests qui ont évolué et peut-être qu'il se sent mieux maintenant comme ça, alors que peut-être qu'il y a 3 ans il se sentait mieux dans une autre position, donc je pense qu'il y a de ça, quoi. Mais en fait, ouais, les prolongateurs moulés, ça permet aussi un peu de contourner la réglementation du delta entre l'accoudoir et le haut du prolongateur. On n'a pas le droit de les incliner à plus de 25 degrés et la distance entre... Enfin, moi, je sais que dans ma catégorie, c'est 12 cm. Après, ça dépendra de la catégorie, quoi, Ouais, de comme taille. tu parlais au début Ouais, des de 3 taille, catégories. Ouais, toi t'es catégorie B, je pense, Deux, ouais, entre c'est ça. 80 et 90. C'est ouais. ça. C'est ça. Donc en fait, ça. sur les prolongateurs Moi, je moulés, suis ils catégorie peuvent mettre 3. les accoudoirs plus haut. Ils peuvent placer les accoudoirs où ils veulent, en fait, Ouais. comme c'est moulé. Donc ça permet un peu de contourner cette règle, quoi. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est après, mais comme Ghana, on a aussi vu les évolutions carrément sur son vélo. Au niveau de la tige de selle et du Nervuré, cadre à ouais. l'arrière, ça a été mis un peu, comme des... Comment on peut appeler ça, des Ouais, on balles de voit, golf, un des, peu, déjà on a vu avec, ça sur les roues. rayures, en fait. Ouais, c'est Ouais. ça. Et c'est le système qu'on a sur tout ce qui est textile aéro, donc les chaussettes qu'on a parlé d'avant, les base layers, etc. Et en fait, ça a été repris des avions. Et il me semble que c'est une couche d'air qui passe en dessous, et alors, une couche d'air au-dessus, et une couche d'air qui se glisse en dessous et qui permet de pénétrer dans l'air plus facilement, quoi. On a vu ça C'est même ça le avec les roues. système. On a vu ça aussi avec les roues, par exemple, maintenant des roues un peu avec des vagues, ce profil-là qui permet du coup d'avoir les gains aéro, par exemple, d'une roue 50, mais en même temps, c'est maniable comme une roue de 40. On a vraiment des gains de ce côté-là, et c'est vrai que... Ouais. Ouais, c'est à tester, et peut-être que plus tard, les vélos vont évoluer, ils auront ça peut-être au niveau de la fourche ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Ça peut être On évolué a là-dedans. vu sur piste aussi les fourches et les haubans arrière qui vraiment sont écartés sur les vélos de l'équipe de Grande-Bretagne. Ah, les Hope. Ouais, fait avec Lotus, il me semble. Ouais. Donc on voit aussi ça de ce côté-là, même les derniers canyons de piste aussi, Et qui les sont comme ça. 24 aussi. Ouais, et alors qu'on voit que le record de l'heure de Filippo Ganna, il avait une position plus classique. Et de ce que disait Pinarello, il y avait ils ont fait les tests, ils ont testé plein de maquettes, mais de ce côté-là, ils n'ont pas vu de changement significatif, ce qui fait qu'ils sont restés sur cette position-là, quoi, sur ce modèle-là, quoi. Ouais, et puis aussi les roues, on voit ça chez Zip ou chez Princeton, c'est les roues Ouais. en aileron de requin, en fait. Ça a été inspiré de là, ça vient de là, c'est une pénétration dans l'air qui est meilleure, et c'est aussi un compromis entre deux hauteurs de jantes, en fait. Et souvent un delta de 5 cm entre les deux. Ouais, c'est pour ça, genre les 454 NSW Exactement. chez Les Zip, 353. c'est ça qui ont des... Voilà. ouais, un nom Et c'est spécial. ça qui a un peu lancé ça, mais il me semble que par Princeton et Zip, je connais très peu de marques qui font ça, quoi. Après, il y a des marques, une marque française
Artisanal Legend Wheels qui fait ça sur leur dernier modèle. Donc oui, on voit que ça commence un peu à venir de ce côté-là, quoi. Et au niveau des roues, on voit il y a de plus en plus un travail. Les Roval, les rapides, c'est très développé pour les SL8. Et du coup, maintenant, avec Decathlon H2R, le développement avec Swisside, en fait, les paires de roues que vous utilisez, elles sont vraiment développées pour les vélos que vous utilisez vous de base. En fait, c'est avec ces vélos-là qu'il y a les plus gros gains, quoi. C'est exactement ça en fait. On va plus parler là de vraiment de combo entre les deux. Genre. En fait, ça va être vraiment le vélo est fait pour les roues sont faites pour le vélo. Ouais. Et en fait, c'est ce qui fait que à côté, bah, si tu mets autre chose sur le vélo, généralement tu vas voir. Alors moi, j'ai pas tout testé, je peux pas dire que tout marche pas, mais globalement, quand tu testes autre chose, C'est moins bien. C'est moins bien. Tu le vois tout de suite, il y a forcément. En fait, tout a été vraiment préparé pour que ce soit optimal avec le cadre, que le cadre soit optimal avec les roues. Et du coup, bah, en fait, quand tu mets vraiment ce setup-là, tu sais que c'est là le plus efficace, quoi. Et en fait, c'est vraiment, ça a vraiment été développé pour la performance dans l'équipe, quoi. Ouais, parce qu'il y a les largeurs internes et externes des roues. Peut-être qu'ils ont travaillé sur ce côté-là. Donc les largeurs. Mais tu as aussi la fourche, tu peux travailler ça en fonction de comment l'air pénètre dans la fourche. Oui. De ce côté-là, je pense que c'est ça. C'est ça, oui, forcément. Il y a plein d'innovations qui ont été faites et voilà, tout a été testé en soufflerie et tout le matériel, avec que ce soit des coureurs ou même des mannequins. Donc voilà, ça a vraiment été poussé loin. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de recherches là-dessus et voilà, le résultat est quand même impressionnant. On parlait des roues, mais également les pneus. Les pneus de ce côté-là, il y a eu beaucoup de recherches et pour des pneus de contre-la-montre. On a vu du coup des marques sortir des pneus plus de contre-la-montre, les Continental GP5000 TT par exemple, ou même Vittoria. Donc on voit aussi qu'il y a des gains de ce côté-là. C'est des pneus qui sont utilisables sur la route, mais c'est des pneus qui sont pas endurants, mais qui sont faits exprès pour avoir le meilleur rendement et le meilleur poids et le meilleur ratio. Donc tout va bien ensemble. C'est pour ça que tu parlais de Swisside et tout. Ils ont développé le modèle Aero 111 chez Continental. C'est un modèle qui a été développé avec Swisside, qui va avec, c'est ça, et qui va avec cette roue-là, qui a été précisément fait pour cette roue-là, quoi. Donc c'est, comme tu dis, c'est des histoires de combo aussi pour que ça aille bien ensemble, quoi. Ce pneu-là, il est conseillé à être utilisé avec des roues Swisside parce que ça a été prévu pour, quoi. Ouais, c'est clair. Tout a été prévu pour. Il y a eu des tests, voilà, sur le pneu aéro. Après, le pneu aéro, avant, il y a eu les pneus de chrono. Donc voilà, on n'utilise même pas les mêmes pneus en route et en chrono. Enfin, c'est des tubeless, hein, qu'on soit clair. Nous, on n'utilise que des tubeless. Et je pense que voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus performant. Chez nous aussi, ils sont 100% voilà, tubeless. ça, tubeless. Voilà, les équipes pro, elles ont tendance à mettre tubeless. Que ce soit en chrono ou en route. Voilà, nous on a des pneus pour le chrono, on a des pneus pour la route. Et après on a le pneu aéro qui mettent à l'avant. Et j'ai eu l'occasion de le tester au championnat du monde de route. Même sous la pluie, c'était vraiment pas mal. Après je saurais pas dire, voilà, c'est encore une fois, c'est des gains marginaux. Donc tu t'en rends pas forcément compte, mais il y a forcément un gain. Et voilà, tu peux tester. Il y a des trucs comme ça qui sont vraiment... voilà, qui sont des gains marginaux, mais c'est super intéressant de se dire que même sur un pneu, tu peux gagner quelque chose. Comme quoi, il y a vraiment tout à travailler sur le vélo. Ouais, on voit les pneus de plus en plus larges. Et aussi, parce que tu parlais avant de la fourche, ça c'est aussi assez récent, ça vient d'il y a quelques années, la fourche est plus large en chrono. Et en fait, c'est pour qu'il y ait le cadre et une traînée d'air qui passe entre la fourche et le cadre. Alors qu'avant, ils voulaient que ça soit le plus serré possible. Avec les patins aussi, il n'y avait presque pas d'air qui passait. Et il me semble qu'en fait, l'air, du coup, elle s'engouffrait et c'était un moins bon gain que de la laisser passer, quoi. Et donc, on a vu ce changement-là. Et en piste, ils sont allés carrément plus loin. Je pense que vous avez vu le vélo avec la fourche qui est carrément rectangulaire. Et ça, apparemment, c'est pour la traînée des jambes. C'est pour que l'air elle se diffuse mieux au niveau des jambes. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut, je pense, encore travailler. Les jambes, c'est ce qui prennent le plus au final. Parce que le corps, il est allongé, donc il n'y a que la tête, les bras globalement qui prennent l'air. Et par contre, les jambes, il y a presque rien, quoi. Et en plus, elles sont en mouvement. Quoi, ouais. En plus, elles sont en mouvement. Donc, à part des surchaussures, on ne peut pas y faire grand-chose, quoi. C'est peut-être là l'axe de travail qui va être fait d'ici les prochaines années en chrono.
Ouais, Et pour revenir à ce que tu disais, que oui, en fait, la roue et le vélo, maintenant, c'est un travail qui est fait ensemble. Et ils sont, avec Villiers, pour revenir sur le Supersonica, ils sont allés encore plus loin. Ils ont carrément fait un mannequin de Stephen King, je pense que vous l'avez vu, où ils ont fait un vélo, on va dire presque pour lui, quoi, sa morphologie et tout. Et il était travaillé en soufflerie comme ça. Donc c'est vraiment il pousse le travail assez loin, quoi. Le dernier point, c'est que le casque, c'est super important aussi, au niveau pour la traînée d'air après, derrière, sur le dos, etc. Ça dépend beaucoup de la morphologie. Oui, c'est ça, bah, avec les bras, c'est ce qui prend l'air en premier, donc forcément c'est hyper important. Dans toute position, le casque c'est primordial, quoi. C'est un des premiers achats essentiels à avoir et ça dépendra de vraiment chacun. Même chez les pros, ils n'ont pas tous le même casque, ça dépend de leur morphologie, etc. Et après, il y a les équipementiers qui testent des choses. Je pense que toi, tu pourras nous parler notamment du POC qui est sorti, c'est ça? Ouais, le POC Tempor qui est sorti à l'époque en 2012, qui était utilisé sur piste, c'est un casque, quand il est arrivé, ça a fait beaucoup parler parce que c'était une position assez spéciale avec une sorte de queue qui allait derrière et tout, mais qui était assez fine et qui était assez large comme casque. Et là, on voit dans ce sens-là, du coup, avec des marques comme Specialized qui a sorti son nouveau casque avec la cagoule qui après a été interdite. Il y a de ce côté-là, on a vu la Visma avec leur nouveau casque aussi qui va être interdit. C'est vrai que les casques sont tous faits avec pour chacun, quoi. Donc ça peut dépendre de chaque coureur, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même, bah, comme tu disais, par rapport à la visière, en fait, ça dépendait des quoi. On a vu chez Remco qu'il avait la visière longue au début et en fait, elle a été complètement raccourcie. Ouais. Et je pense que c'est justement pour éviter de mettre des lunettes, Ouais. il a carrément raccourci la visière, quoi. Ouais, je pense que oui, pour le coup, pour Remco, ils ont dû faire ça parce que ils ont vu que voilà, ça marchait sur lui, mais ils se sont dit, bah voilà, Remco, enfin, moi je suis pas Remco, Ouais, donc c'est Remco, sûr. il y a forcément beaucoup plus de moyens qui sont mis derrière lui, et je pense que bien sûr, ils ont dû faire cette innovation pour lui, et voilà, ça a pu peut-être en impacter plus d'un, du coup. Je sais pas s'il y a d'autres coureurs qui courent avec cette visière, mais Si, on a vu. la visière raccourcie, ça peut être super intéressant, voilà, quand tu as envie d'être en même temps proche de tes bras et en même temps pas non plus avoir des lunettes de vélo normal, quoi. C'est sûr que, ouais, Ouais. c'est Par exemple, avec intéressant. demi-volering, je trouve que c'est assez impressionnant comme la visière, elle prend de la place, quoi. Enfin, Ouais. 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 c'est comme c'est un gabarit quand même assez petit, elle est quand même il a une très bonne position. La visière prend quand même beaucoup de place, quoi. Les athlètes spé, ça dépend beaucoup en fait. T'as l'impression, enfin, en tout cas sur les athlètes performants et pour qui ça compte beaucoup en contre-la-montre, t'as l'impression que c'est limite des casques faits sur mesure en fait, avec la longueur de visière parce qu'il n'y a pas une norme. Ouais. Leur petite visière, elle n'est pas petite pareil chez tout le monde et leur grande, elle Entre est pas Primoz grande pareil. Roglic et Remco Evenepoel, par c'est pas exemple, il me semble exactement qu'il y a la une même, différence, ouais. Donc de ce côté-là, puis... Exact. Ouais, puis on voit du coup les nouveaux casques, par exemple les casques de la Jayco, qui ressemblent un peu plus du coup avec la visière, même carrément presque à des casques de moto, parce que c'est des casques beaucoup plus larges qui englobent quasiment toute la tête. Donc ouais, il y a plein de choses de ce côté-là, quoi. Ouais, le travail d'adaptation dont parlaient Paul et Aurélien tout à l'heure, en fait, avec un casque comme ça qui prend encore plus de place, c'est encore plus important de rouler en chrono et t'habituer à la position et Bien sûr. d'aller plus loin encore avec à t'entraîner avec le casque, quoi, parce que c'est important pour tenir la position. Vous roulez avec le casque de chrono même à l'entraînement tout le temps ou pas? Parce que... Alors, moi, par exemple, là, on m'a dit que on allait, voilà, je vais devoir tester le casque à nouveau pour la prochaine saison, en vue de la prochaine saison. Et du coup, ils m'ont dit, bah, on te conseille d'aller faire quelques sorties avec Ok. en attendant. Mais généralement, moi, je roule avec un casque normal, voilà. Ok. Parce que quand même, surtout, bon, ça va être plus en été que ça va être chiant, mais tu vas avoir très chaud dans ton casque de chrono. Ouais. Et c'est pas forcément agréable, surtout que pour un chrono ça va, mais quand tu fais 1h30, Ouais, 2 c'est heures, voire 3 heures, On perd beaucoup d'eau. ça peut. Voilà, c'est ça. Il y a une grosse perte d'eau et puis c'est pas agréable comme ça. Donc c'est sûr que c'est voilà, c'est intéressant de parler de ça parce que bah, c'est sûr qu'on s'entraîne pas toujours avec le casque de chrono, mais bien sûr il faut tester quand même. Et c'est sûr qu'il faut pas arriver sur un chrono en n'ayant jamais testé un casque. Ouais, c'est sûr. Mais en fait, il faut le mettre. Moi, je sais que j'aime le mettre si j'ai des sorties vraiment courtes ou bien alors par exemple des chronos à l'entraînement ou des efforts chrono à l'entraînement. Là, ça peut être intéressant de le mettre. Ouais. Ou en stage, on a ça, comme on a la voiture qui suit, on peut prendre le casque et le mettre au milieu de la sortie et l'enlever plus tard, quoi. Bah, tu parlais des entraînements, mais
du coup, quels sont les entraînements pour le contre-la-montre? Parce que globalement, on fait plein d'entraînements, mais on sait que par exemple, pour travailler la PMA sur des efforts environ de 5 minutes, on peut faire du 30-30, mais pour travailler un contre-la-montre, vous avez fait des séances spécifiques. Les séances, par exemple, du seuil, globalement, c'est une zone I4, mais est-ce que vous avez fait des entraînements spécifiques ou, Ouais, il y a des exos spécifiques en chrono. Bah, après, c'est des exos que tu peux finalement aussi retrouver en route. Mais globalement, comme moi, personnellement, je fais plus en chrono qu'en route. Après, par exemple, ce sera des exos de sweet spot ou de tempo que tu vas faire plus en chrono. C'est zone 3 ou 3B pour ceux à qui ça va le plus. Mais voilà, moi, je fais souvent ça plus en chrono. Et après, moi, plus récemment, dans ma préparation pour les mondes, ou même par exemple pour le championnat de France de chrono, j'ai plus tendance à aller préparer mes objectifs en chrono parce que j'ai l'impression que moi personnellement ça me donne plus de puissance. Globalement en fait, je me sens plus fort quand je prépare mes intensités en chrono. Et donc parfois je vais faire tout type d'intensité sur le vélo de chrono. Ça peut être, c'est quand même rarement des intensités très explosives, mais à partir des intensités PMA, je peux commencer à faire des intensités en chrono et après je vais carrément faire mes tests à l'entraînement, je vais les faire sur le vélo de chrono, quoi. Ok. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Chez moi, c'est pas du tout comme ça. J'ai vraiment juste les prépas chrono ou quand tu fais des exos chrono, c'est quand même typique chrono, donc, comme tu disais, I4 ou I3. Et après, PMA aussi un petit peu. Mais il n'y aura jamais de lactique, de sprint évidemment. Mais ouais, je fais quand même beaucoup d'intensité sur le vélo de route, quoi. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui doit jouer, faire les intensités sur le vélo de chrono. Parce qu'en fait, il y a aussi, moi personnellement, bien sûr, après ça dépend de chaque coureur, mais moi personnellement, sur mon vélo de chrono, j'ai vraiment l'impression de gagner de la puissance. Parce qu'en fait, mettre de la puissance sur un vélo de chrono, c'est quand même assez compliqué, dur, ouais. c'est beaucoup plus dur. Forcément, tu mets moins de puissance que sur le vélo de route. Ou alors, si tu en mets autant, c'est qu'il y a un problème. Enfin, c'est que ta position est forcément pas bonne. Parce que la position en chrono est forcément exigeante. Forcément, il y a toujours une perte. Mais le but, c'est d'aller le plus possible combler cette perte. Et en fait, la puissance que tu vas prendre sur le plat, forcément, elle va te servir de partout. Parce qu'en fait, en montée, il n'y aura pas de perte. Forcément, tu perdras pas forcément. Enfin, moi, personnellement, je suis grimpeur, donc j'ai pas cette perte-là. Je me dis, je travaille sur le plat. Ça me fait aussi prendre de la puissance en montagne. Mais aussi, ça me fait prendre de la puissance sur le plat. Et du coup, ça me permet aussi d'être forcément plus à l'aise sur le plat pendant les courses et donc forcément de gagner de l'énergie. Et après, ça va être super intéressant parce que ça va combler toutes mes lacunes que je pouvais potentiellement avoir sur le plat par rapport à certains autres coureurs. Et du coup, c'est fait que tu deviens un coureur hyper complet en fait. Et voilà, je pense que c'est toujours un truc à travailler. C'est pas forcément des fois forcément que travailler ses qualités, mais aussi travailler ses défauts. Moi, pour mon cas, c'était pas forcément mon défaut, mais je l'ai poussé tellement à l'extrême que du coup, je suis devenu très fort aussi sur le plat. Et c'est ce qui m'a permis d'être vraiment complet et de faire des résultats sur toutes les courses, toute la saison, quoi. Ouais, parce qu'à l'inverse, on voit l'extrême, enfin, on voit des coureurs qui sont très très forts en chrono, Oui. mais par contre, sur les courses en route, ils ont beaucoup plus de mal. Donc là, il doit peut-être avoir une question d'endurance pour certains, ou d'autres, peut-être mentale, façon de courir. Moi, je Ça pense peut jouer qu'il y a sur aussi plusieurs points, le quoi. problème de certains spécialistes du chrono, c'est qu'ils adorent le chrono, mais à côté, il y a toujours un manque à côté, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont des fois avoir un problème avec la tactique de course, Ouais, c'est ça. plus simplement de ne pas savoir frotter. Placement, ouais. Pas savoir frotter, et le placement, et mine de rien, c'est super important en course. Ouais. Et là-dessus, si t'as la puissance, mais que tu sais pas te placer, ça va être très compliqué. Parce que les efforts superflus, tu vas en faire plein. Et après, pour aller chercher le dessus sur une fin de course, c'est compliqué. Après, moi, je pense que voilà, à l'inverse, si t'es spécialiste du chrono, pourquoi pas essayer d'aller faire plus tes intensités en montagne et du coup devenir à nouveau encore complet, mais en utilisant la méthode inverse que moi j'ai fait. Potentiellement, ça pourrait être intéressant. Ouais, Après, c'est ça. je pense qu'il y a certains coureurs qui sont vraiment spécialistes du chrono et qui veulent vraiment que performer au chrono. Mais si tu veux être un coureur complet, ça peut être intéressant de travailler toujours l'opposé de ce qui Ouais. marche pour toi, quoi. Ouais, c'est Enfin, vrai ce que qui les marche. spécialistes du chrono, comme tu dis, ils ont tendance à faire 80-70% de leurs séances en vélo de chrono, quoi. Donc forcément, c'est vrai que
ça bride un peu dans ce domaine-là si de base ils n'ont pas les capacités ailleurs. Ouais, mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'ils peuvent développer de gros watts sur un vélo de chrono et sur une durée assez courte. Et au final, sur les courses en ligne, ouais, comme tu dis, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu et qui sont plus durs à travailler, certains, que juste faire du vélo de chrono, quoi. C'est ça. Le placement, ça se travaille difficilement. À l'entraînement, c'est impossible. À l'entraînement, Presque. Ouais, il faut faire des courses, c'est le mental. placement, c'est que finalement, c'est la course, quoi. Ouais, c'est ça, c'est faut avoir de l'expérience. Et c'est souvent aussi le problème des coureurs qui ont commencé tard le vélo. Pas forcément la puissance, mais surtout le placement. Et en fait, quand t'as pas fait beaucoup de courses dans ta vie, là, forcément, c'est sûr que tu vas progresser plus vite. Mais par contre, dans le placement, il y a cette notion tu passes de tout au tout, c'est-à-dire de faire, de t'entraîner tout seul à faire des courses avec des mecs qui peut-être ont commencé ça peut être à 5 ans comme à 10 ans à commencer à faire des compétitions et à frotter. Et nous, on a pu avoir les paliers, on va dire. On a commencé quand on était jeune, ça frottait forcément pas beaucoup. Mais petit à petit, ça a un peu monté. On va dire c'est monté petit à petit. Que là, il y a vraiment... Tu commences le vélo, tu as une marche tout de suite à franchir qui est énorme comparé à certains qui font ça depuis longtemps. Ouais, c'est clair. Il y a aussi la maniabilité du vélo, tout simplement. Il y en a, ils sont plus à l'aise, d'autres non. Et tu en as aussi des coureurs qui sont... quand il y a des gens autour, ils peuvent pas, quoi. Nerveusement, ça bouffe trop d'énergie. Et c'est comme ça, ça. Et je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. C'est peut-être psychologique aussi, mais forcément, il y a l'aspect chute derrière qui rentre en compte. Et certains, ils peuvent appréhender, quoi. L'expression débrancher, ça peut être plus dur pour certains que pour d'autres. Il y en a pour qui c'est pas dur du tout, alors que... Ouais, les sprinters notamment, c'est les spécialistes là-dedans, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu évoquais aussi comme quoi tu faisais des tests sur le plat avec ton vélo de chrono. Je pense que tu fais aussi des tests, du coup, potentiellement en col avec ton vélo de route. Et c'est de l'ordre de... Par exemple, pour un test classique, un test 20 minutes, ça serait de l'ordre à peu près de combien de watts de différence entre les deux? Est-ce que c'est beaucoup? Comment que c'est? En fait, plus tu vas t'entraîner en chrono, plus l'écart va être faible. Okay. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que moi, je pense que quand j'ai commencé en début de saison, il devait y avoir bien un écart de je pense, un bon 30 watts. Okay. Et à la fin, il devait peut-être y avoir 20 watts. Ouais. Donc ça fait déjà une réduction de un tiers du déficit. Surtout si ton test lui-même a progressé. Au final, au pourcentage, il est réduit, quoi. Ouais, c'est ça. La marge d'erreur. Ouais, c'est ça. Mon test a peut-être progressé, Oui, n'importe quoi au hasard. Et voilà, et après, il y a eu vraiment une grosse... il y a quand même une belle diff, quoi. Ouais, donc si tu gagnes déjà des watts, parce que t'es en saison, plus encore tu gagnes des watts parce que t'es habitué à ton vélo, plus encore les économies de watts que t'as fait avec les différentes positions. C'est ça, plus ça, plus ça, telle plus ça. différence fait entre que le début de saison et le fin de saison, le tout début de saison et la toute fin de saison, que ça n'a plus rien à voir, quoi. Ça a plus rien à voir. Là, c'est vrai que t'arrives à des gains... Mais là, c'est plus des gains. C'est pas forcément, il y a des gains marginaux. Quand t'additionnes tout ça, ça fait... tous les gains marginaux qui font que c'est un gain énorme à la fin, quoi. C'est sûr, ouais. Ouais, c'est tout mis bout à bout, quoi. C'est tout mis bout à bout. Qui parfois permettent de décider une course, un résultat. C'est ça. Et c'est clair que tu vois 2 secondes d'écart qu'il peut y avoir entre toi et le deuxième. Ces 2 secondes-là, ils sont largement là-dedans. Ces 2 secondes-là, ils sont largement là-dedans. Il y en a bien plus là-dedans. Oui, il y en a bien plus là-dedans que dans un carénage ou dans une paire de surchaussures. Oui, c'est ça. Exactement. Et aussi pour les tests, on a comme toujours le contraire, c'est les coureurs qui vont développer plus de watts sur le plat qu'en montée. Les coureurs qui vont avoir peut-être un coup de pédale plus saccadé, plus carré. Ouais. Et sur le plat, ils vont vraiment réussir à envoyer de la puissance. Et en col, par contre, ils n'arriveront pas à envoyer autant de puissance que sur le plat. C'est souvent les pistards d'ailleurs qui sont comme ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'ils ont pignon fixe, quoi. Ouais, mais justement, les phases de puissance, ça se diffère un peu quand même. Ils arrivent bien, ils ont toujours eu l'habitude d'avoir de la résistance faible, on va dire. Et ils ont travaillé, c'est sûr que c'est un travail différent. De toute façon, c'est toujours le travail qui fait que tu vas progresser sur certains. Et puis avec le haut du corps et le bas du dos en montée, tu travailles vachement plus. C'est vachement plus exigeant, alors que sur piste, c'est pas les mêmes efforts du tout, mais c'est pas les mêmes chaînes musculaires, c'est pas les mêmes types d'efforts, même si ça travaille, c'est pas pareil, quoi. C'est ça. Rien que le fait que le vélo soit incliné, forcément ça change les phases de puissance.
par rapport à la piste où c'est toujours à peu près similaire. Ouais, c'est sûr. Ça revient même pour les sprinteurs, pour les sprints. T'en as qui vont développer plus de watts sur le plat, alors que d'autres vont développer plus de watts sur C'est le vrai. faux plat montant. Je pense que c'est Ouais, aussi c'est sûr. dans ce côté-là, ça dépend de chacun. Et oui, globalement, même si ça se travaille, je pense qu'il y a déjà une Physiologique, base. je pense. Ouais, c'est un ensemble des deux. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur ce podcast. On espère que ça vous aidera à aller plus vite et que vous aurez appris des choses. Merci à toi, Paul. Merci à toi, Aurélien, pour ça. Et c'était Merci très d'être intéressant. venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci pour l'invitation, ouais, c'était super. Si vous avez des commentaires sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ouais. Merci beaucoup et au revoir.